surgir tout à l'heure un débat qui, j'imagine, sera vif. Donc les neurosciences sont incontestablement à la mode. Alors est-ce que c'est seulement un effet de mode? Est-ce que c'est une nouvelle martingale? C'est une question que l'on peut se poser. Alors, les premières mesures de ce que l'on nommait à l'époque l'électricité animale, et la controverse célèbre qui a eu lieu entre Galvani et son compatriote Volta sur l'origine de cette électricité animale, ça date de la fin du XVIIIe siècle, si je ne me trompe pas. Et aujourd'hui, évidemment, depuis, les techniques d'exploration, aussi bien anatomiques que fonctionnelles, du système nerveux ont opéré de telles avancées qu'elles permettent de pénétrer vraiment au cœur d'un des organes les plus énigmatiques qu'est notre cerveau des animaux en général, d'y pénétrer de manière extrêmement fine, au point qu'elle nous amène à étudier, mesurer, enregistrer ou avoir une idée de l'activité en temps réel, évidemment, des cellules nerveuses, des neurones, ou de différentes structures du cerveau, chez un sujet qui est éveillé en totale conscience. Ça, c'est quand même assez extraordinaire. Alors, c'est un miracle de la technologie, on pourrait dire, et Grégoire Borst, qu'on ne présente pas, parce que je crois qu'il saura d'abord se présenter tout seul, puis vous êtes allé sur Google pour voir, et puis il y avait dans l'invitation un petit résumé de ses travaux, qui est donc professeur à l'université Paris-Descartes, et qui travaille avec Olivier Houdet sur des questions de psychologie cognitive, de psychologie expérimentale, dans lesquelles entrent les neurosciences. Donc il va sans doute nous dire un peu plus sur ces méthodes, qui permettent d'accéder à, on va dire, un phénomène énigmatique, parmi les phénomènes énigmatiques, qui a fait l'objet de discussions philosophiques pendant des millénaires, c'est-à-dire la pensée, l'esprit. Voilà. Alors, je pense qu'on n'aura pas pour demain la machine à lire dans la pensée d'autrui directement. Enfin, il y en a qui pensent que ça arrivera, j'en sais rien. Mais en tout cas, l'essor des technologies a rencontré, on va dire, une autre voie plus classique de l'exploration de ces fonctions, de la pensée, de la cognition et donc de l'apprentissage, qui étaient depuis longtemps, on va dire, les techniques et les méthodes de la psychologie expérimentale. Qui mettent des sujets dans une salle et qui leur font faire tout un tas de tests divers et variés. Bon, tous plus inoffensifs les uns que les autres, je m'empresse de le dire quand même. Alors, et voilà qu'apparaissent tout d'un coup les neurosciences. Alors, Grégoire nous dira peut-être que penser de ce vocable qui sonne d'autant plus étrangement qu'on lui associe depuis quelques années l'adjectif cognitif, donc les neurosciences cognitives, et aussi plus récemment encore l'adjectif affectif avec les neurosciences affectives. Tout aurait pu en rester là, sur le terrain des spécialistes, si notre ministre de l'Éducation, le nouveau, celui qui est nommé à partir de 2017, n'avait braqué ses projecteurs sur les résultats les plus récents de cette recherche et, en braquant pas mal de ses opposants, ne s'était pas mis en tête de vouloir en tirer parti pour faire progresser l'école en France. Accusé, on le sait de toutes parts, de ne pas être à la hauteur de ses ambitions républicaines. Jusque-là, tout semble pétri de meilleures intentions, jusqu'au moment où le ministre affirme, sans sourciller, que, je cite, « la pédagogie doit être fondée sur la preuve scientifique ». Conférence en Sorbonne le 6 juin 2018, mais ce n'est pas la première fois qu'il l'avait dit. Alors, rendons-lui grâce de nous offrir un excellent sujet de dissertation. L'examen des rapports entre la science, ici en particulier la psychologie cognitive associée aux neurosciences, une pratique sociale, en l'occurrence ici la pédagogie, et la politique, troisième terme, que l'on aurait risqué d'oublier si la formule n'était pas venue d'un membre du gouvernement. Alors, d'abord science et pédagogie, rapidement. Ce même 6 juin, je n'ai pas pu m'empêcher de bondir, alors je vous rassure intérieurement, lorsque j'ai entendu l'un des intervenants, je vous rassure, ce n'était pas Grégoire, affirmer qu'il suffisait de mener dans une classe, à l'école, une expérience avec 2 groupes d'élèves,
un groupe test expérimental, un groupe contrôle témoin pour valider tel ou tel effet constaté d'une variable introduite. Bon, vision un peu naïve quand même de la science, un peu simpliste, surtout en matière de sciences humaines. Bon, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des expériences, mais enfin. Alors, je sais combien Grégoire ne partage pas cette vision caricaturale de la science, lui qui insiste, je l'ai déjà entendu, sur l'écart qui existe et qui est probablement irréductible entre ce qui se passe au laboratoire, que ce soit sous le tunnel du scanner ou dans les tests, on va dire, plus classiques de la psychologie expérimentale, et ce qui se passe à l'école, qui relève d'une écologie beaucoup plus subtile que pendant des décennies d'ailleurs, les sciences de l'éducation classique ont peiné et peinent encore à décrypter. Pourtant, dans notre société de l'information et de l'immédiateté, le simplisme est devenu la règle, une règle qui s'applique hélas à la politique lorsqu'elle flirte avec la démagogie et devient, pour reprendre le mot de Xavier Ponce, un populisme éducatif. Deuxième volet, pédagogie et politique. Je ne ferai pas le troisième, je m'arrêterai là, sur le triangle. Alors, en voulant placer la pédagogie sous le contrôle de la science, le ministre fait de la politique. Et c'est son rôle, c'est son boulot. Un ministre, ça fait de la politique. Mais c'est vrai que ça donne l'apparence que ça n'en est pas. On dit la pédagogie doit être fondée sur la preuve scientifique. Donc si la preuve décide, il n'y a pas de politique. Bon, tout décideur, quel qu'il soit, gouvernement, chef d'entreprise, n'importe qui, chef de service, consulte nécessairement les experts pour éclairer ses décisions. Mais à mettre en avant un lien mécanique entre résultats de la science, forcément à un moment donné, donc réfutable, pour reprendre le mot de Karl Popper, le célèbre épistémologue, et options pratiques retenues et choix que l'on fait à un moment donné, en clair ici, méthode et technique d'enseignement, on s'expose inévitablement à la technocratie, c'est ce qu'on appelle la République des experts. La tentation est toujours grande de laisser la science devenir prescriptive. Elle dédouane le politique de ses choix, au moins dans un premier temps. Évidemment, s'il a raison, il va dire, bah voyez, j'avais raison. Sauf que s'il échoue, généralement, il se fait beaucoup plus discret pour masquer sa responsabilité. Alors, pour terminer mon propos et laisser place d'abord à l'exposé de Grégoire Borst, puis au débat qui, je le disais tout à l'heure, sera certainement vif, je vais juste me placer, moi, du point de vue, puisque Bernard m'a dit que j'étais un pédagogue, j'essaye de l'être, en tout cas du professionnel de l'éducation que j'ai été. J'ai fini, hein, c'est la dernière page. Et donc, en tant que praticien qui ne saurait ignorer les apports de la science, pour autant qu'il ait été convenablement confronté à la diversité des approches et des écoles de pensée, mais dans l'ici et maintenant de la classe, il demeure seul. C'est sa contrainte, c'est sa servitude, et il doit de ce fait demeurer libre. À la liberté reconnue du sujet apprenant répond celle du sujet enseignant. Cette liberté convoque, cela va de soi, sa responsabilité, car nul ne considère qu'il est autorisé à faire n'importe quoi. Pourtant, à vouloir faire de ce praticien un applicateur plus ou moins zélé de méthodes et de recettes qui recevrait, pour combien de temps, le label du vrai et du juste, on le prive, et on prive l'école, de sa capacité d'innovation et d'adaptation à la diversité des conditions d'exercice de son métier. On lui dénie sa part indispensable de créativité. Oui, je prends le risque d'affirmer que la pédagogie est un art, la science aussi d'ailleurs, d'une certaine façon, la politique, n'en parlons pas. Alors je pourrais conclure tout simplement, par conséquent, c'est aussi une éthique. Et pédagogie sans science peut être effectivement ruine de l'éducation, mais pédagogie sans liberté, assurément aussi. Place à l'exposé. Merci. Il faut que je passe là. Comme vous voulez, si on ne va pas voir. Oui, c'est après. La demi-mesure, c'est ça. Allez, on va y arriver. On me dirait si c'est trop peu.
Non, non, ça va aller, Ça va aller, vous voyez quand même. Non, mais là, Les plantes, la lumière. il faudrait mieux. Alors, vous voulez qu'on fasse quoi? L'autre moitié. Il n'y a pas d'autre moitié. Si, mais c'est le sous-voyant. Non, c'est Voilà, bon. c'est bon. C'est mieux. C'est mieux. Ouais, c'est bien. Non, c'est mieux. C'est pas donc là, on voit pas bien. Non, non, On lève les mains. Mais vous dites, c'est moins bien. Oui, c'est moins bien. C'est moins bien. Fatigant. Oui, Non, Celui d'avant. on voit rien parce que Vous voulez le cinéma, quoi. Ouais. Le cinéma, alors? On va s'habituer à l'obscurité. Très bien. Allez. Bon, déjà, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour cette invitation. Je suis très heureux de pouvoir vous parler de neurosciences et d'éducation, et puis des liens, des liens compliqués entre ces deux mondes. Vous expliquer un peu ce qu'on fait dans notre laboratoire et comment justement on essaie d'aborder cette problématique en essayant d'être le plus nuancé possible, justement, parce que je souscris à beaucoup de choses que mes prédécesseurs a soulevé comme problématique, effectivement, notamment de la mise à l'échelle. C'est pas parce qu'on trouve quelque chose dans un laboratoire que c'est très facile de le mettre en place dans une classe. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas essayer d'avoir des liens entre la recherche qui se fait dans un laboratoire comme le mien et la pratique de terrain. Alors, je vais essayer d'aller un peu vite. La première chose que je voulais vous dire, c'est qu'il y a quand même une longue tradition d'un lien fort et continu entre ce qui se fait en psychologie de développement, en psychologie de l'éducation, en psychologie des apprentissages et les pratiques éducatives. J'ai mis Alfred Binet en 1905 à la demande du ministère de l'époque, création des premiers outils objectifs pour, avec une mission de créer des outils objectifs pour détecter dans les classes les enfants qui répondent mal à la pédagogie générale pour leur proposer des pédagogies alternatives. Donc on voit que la différenciation pédagogique, c'est pas tout à fait nouveau, c'est déjà au début du XXe siècle, on est au début du XXIe siècle, on n'a pas complètement réussi, je dirais, ce tour de force dans le domaine de la pédagogie. Piaget, c'est le grand psychologue du XXe siècle du développement, c'est l'Einstein de la discipline qui a fondé la psychologie du développement en Suisse et puis en France notamment. Et il y a tout un pan de certains systèmes éducatifs, notamment le système éducatif anglo-saxon, qui est basé sur la théorie et sur le modèle théorique du développement de Piaget. Donc on voit bien qu'il y a un lien, même si on peut le discuter, entre ce qui peut se faire dans un laboratoire de recherche en psychologie du développement et ce qui a pu se faire en termes de pédagogie et même en construction de modèles, enfin de systèmes pédagogiques entiers. Vygotsky, il y a aussi des liens très forts. Vygotsky, c'est le premier, c'est un contemporain de Piaget, psychologue russe, qui propose pour la première fois l'idée que finalement, enfin en tout cas conceptualise cette idée que l'apprentissage se fait dans un contexte social, qui se fait par un étayage et que c'est souvent dans une interaction soit avec des pairs, soit dans une interaction de tutelle. Donc finalement, il remet au centre des pratiques éducatives cette idée que l'apprentissage se fait avec dans un contexte social. Et puis Jérôme Brunner, il a introduit une notion qui est majeure en pédagogie. On a un peu oublié que ça venait de lui, mais la spiralité des apprentissages, cette idée qu'on revient aux différents cycles de l'école sur les mêmes concepts en les complexifiant au cours du temps, c'est un psychologue qui l'a proposé, c'est Jérôme Brunner. Donc on peut poser la question du lien entre science et pédagogie, mais enfin, il s'avère que la science a infusé beaucoup de concepts qui sont aujourd'hui utilisés en pédagogie. Donc, le paradoxe, c'est de se dire, mais finalement, qu'est-ce que viennent faire les neurosciences dans cette question très vaste, si ce n'est que ça n'est pas un paradoxe si vous êtes psychologue. Parce que si vous êtes psychologue qui fait de la science dans un laboratoire de psychologie scientifique, par définition, vous utilisez de nouveaux outils à votre disposition, et donc vous utilisez les outils de neuroimagerie. Il n'y a pas un seul psychologue sérieux aujourd'hui dans le monde qui pense qu'il y a une dissociation complète entre un processus cognitif et une activation cérébrale. Encore quelques-uns qui pensent ça, mais je veux dire, quand vous faites de la psychologie scientifique, en règle générale, vous pensez que tout processus cognitif peut être représenté dans un médium biologique qui est le cerveau en l'occurrence. Ça ne veut pas dire que le cerveau n'est pas dans un corps, on y reviendra. Je pense que c'est un organe biologique comme un autre et qu'il faut aussi le comprendre dans une corporalité. L'idée, c'est simplement que les neurosciences et la psychologie, ce n'est pas, je dirais, un remplacement des autres approches qui informent l'éducation et la pédagogie, c'est jamais que des outils de plus dans la boîte à outils qu'on peut invoquer quand on questionne les pédagogies, quand on essaye de fonder de nouvelles pratiques pédagogiques. Donc je pense qu'il faut bien comprendre que, en tout cas, la position qui est la nôtre dans notre laboratoire et dans une partie de la communauté qui essaye de faire ce lien entre neurosciences
Et l'éducation, c'est pas de dire qu'il y a un remplacement des autres approches plus classiques, didactiques, sociologiques, linguistiques, vous pouvez ajouter philosophiques, qui viennent informer l'éducation, mais c'est simplement de dire que c'est peut-être des informations supplémentaires qui peuvent permettre aux pédagogues de penser ces pratiques pédagogiques, pas de les diriger, mais simplement de pouvoir les penser, de pouvoir les regarder, enfin, de les penser au regard des résultats dans ce domaine-là. Et je pense que le point important sur lequel je veux insister, c'est que cette nouvelle science qui émerge, ou cette science, ces nouveaux outils qui émergent dans la boîte à outils du professeur, elles se construisent forcément dans un dialogue. C'est-à-dire qu'elles ne se construisent pas seules dans un laboratoire, elles se construisent dans un dialogue qui s'opère entre le terrain et le laboratoire. Je pense qu'effectivement, les problématiques qu'on a aujourd'hui dans l'émergence de ces nouveaux outils, c'est que souvent le laboratoire travaille par exemple sur la lecture ou sur l'apprentissage des maths, mais les chercheurs sont jamais allés dans une classe. Et c'est, je pense, ce décalage-là qui crée les problématiques aujourd'hui entre finalement ces deux communautés qui ne se connaissent pas suffisamment. Et je crois qu'il y a une chose qu'on a mis en place depuis très longtemps dans le laboratoire, depuis une quinzaine d'années, c'est qu'on parle réellement avec les professeurs dans leur classe. Et il y a tout un pan de la recherche qu'on effectue aujourd'hui dans notre laboratoire qui sont basés directement sur les observations opérées par les professeurs dans leur classe. Donc finalement, on a créé un lien et un dialogue qui n'est pas un dialogue top-down avec un ministre et un conseil scientifique qui vient dire aux professeurs ce qu'ils doivent faire dans leur classe, mais qui est un dialogue horizontal dans lequel on échange finalement sur nos pratiques, sur nos connaissances, et ce qui permet finalement de faire avancer à eux de faire avancer leur questionnement par rapport à leur pratique, et à nous finalement d'avoir les meilleures données possibles, c'est-à-dire le ressenti des professeurs dans leur classe sur leur situation scolaire. Ensuite, moi effectivement, j'utilise les outils de la science pour essayer de comprendre quels peuvent être les mécanismes qui entraînent par exemple des erreurs systématiques dans certaines situations scolaires. Donc c'est comme ça que je pense en tout cas l'intégration entre neurosciences, pédagogie et de façon plus générale psychologie. Bon, l'idée aussi c'est de vous dire qui on est, parce que je pense qu'on parle avec des degrés diverses dans cette communauté, et on entend beaucoup de gens qui parlent aujourd'hui de sciences cognitives, de psychologie et d'éducation. Donc on a un laboratoire du CNRS qui a la particularité d'être dans l'aile du rectorat à la Sorbonne. On a été un laboratoire de psychologie depuis 125 ans. C'est là que la psychologie scientifique a émergé en France sous Théodule Rigaud, et c'est là que Alfred Binet a développé les premières échelles d'intelligence. C'est là que Jean Piaget est venu faire un stage. Donc c'est un laboratoire très historique, mais c'est un laboratoire qui a la particularité d'être relié à des plateformes de neuroimagerie qui permettent, comme l'a bien expliqué tout à l'heure Zerkas, l'idée qu'on peut regarder maintenant en temps réel, on peut explorer en temps réel quelles sont les zones qui s'activent dans le cerveau quand on est en cours de la résolution d'un problème. Et on est donc une des unités en France qui menons de façon routinière de l'imagerie cérébrale chez l'enfant et l'adolescent. Donc la particularité de notre unité de recherche, c'est de faire de l'imagerie cérébrale chez le jeune enfant, et chez l'adolescent, et chez le jeune adulte. Alors je voudrais... Qu'est-ce qui a déjà fait une IRM de son cerveau dans la salle? Je ne vais pas forcément vous voir, mais oui, très bien. Est-ce que vous avez eu l'injection d'un traceur quand vous êtes venu faire votre IRM? Non? Non. Ok. Alors, dans le cadre d'un examen médical, il peut arriver qu'il y ait l'injection d'un traceur, et à ce moment-là, ça devient une technique invasive. Mais évidemment, l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique qu'on utilise chez l'enfant, c'est une technique non invasive. Il n'y a pas d'injection de traceur ou quoi que ce soit. Donc on peut répéter les observations. Si c'était une technique invasive, par définition, on n'aurait pas le droit de répéter les observations. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a aucun effet aversif à mettre un enfant dans une IRM, sinon on ne se permettrait évidemment pas de le faire. Donc il n'y a pas de contre-indication, si ce n'est le fait que ça peut être ennuyeux pour un enfant de rester longtemps allongé dans un tube pendant une longue période de temps. Et les questions qu'on se pose finalement au laboratoire, vous allez voir qu'elles sont relativement proches des questions que pourrait se poser un pédagogue un professeur des écoles dans sa classe. On se pose la question de comment, alors on rajoute cerveau, mais comment le cerveau de l'enfant et de l'adolescent bouge, travaille, apprend. Finalement, c'est pas très éloigné des problématiques que sont les problématiques auxquelles sont confrontés tous les jours un professeur dans sa classe avec son groupe d'élèves. Alors dit un peu dans mes termes, si je prends des termes scientifiques, c'est de se poser la question de la maturation cérébrale, c'est-à-dire quel est en gros le développement du cerveau, comment on passe d'un cerveau qui est organisé selon un mode d'un enfant à un mode d'un adulte, c'est se poser la question de la plasticité cérébrale, comment le cerveau va se reconfigurer suite à des apprentissages, et puis c'est se poser la question, alors c'est un terme un peu barbare, vicariance, ça vient de la psychologie différentielle, mais c'est pour dire ça plus simplement, c'est cette idée de flexibilité, comment finalement notre cerveau arrive à changer par moment de stratégie, c'est-à-dire que quand on se trompe, comment on arrive à trouver une autre voie pour arriver à la solution. Donc c'est ça qui nous intéresse dans notre laboratoire, c'est ça qu'on étudie avec différentes techniques d'imagerie cérébrale.
Alors, je voulais commencer sur la maturation cérébrale parce que je pense que vous allez voir que je vais essayer de déconstruire un certain nombre de préconceptions ou de biais qu'on peut avoir sur le développement cognitif et socio-émotionnel de l'enfant. Mais j'essaie toujours de passer d'abord par le substrat biologique et vous montrer par exemple que la maturation cérébrale, c'est-à-dire que le code génétique qui nous fait progressivement passer d'un cerveau d'enfant à un cerveau d'adulte, c'est déjà un développement qui est extrêmement dynamique et non linéaire. Il ne s'opère pas de façon complètement linéaire, c'est-à-dire qu'avec l'âge, vous avez finalement une maturation qui va s'opérer et qui s'opère à différents rythmes dans différentes structures cérébrales. C'est-à-dire que globalement, ce qui va maturer en premier dans votre cerveau, c'est les aires postérieures, c'est les aires sensorimotrices, puis c'est les aires du cortex pariétal et du cortex temporal. Donc c'est les aires qui sont dans lesquelles vont converger différentes informations et être associées les unes aux autres. Et la dernière partie de notre cerveau qui va maturer, c'est votre cortex préfrontal, c'est la partie avant de votre cerveau, et c'est toutes les fonctions supérieures de votre système cognitif. Donc en gros, toutes les fonctions qu'on entraîne en permanence à l'école, ça continue à maturer, non pas jusqu'à l'âge écrit sur votre carte d'identité, enfin, ou à l'âge légal de la majorité, 18 ans, mais ça continue à maturer jusqu'à 25 ans. La maturation cérébrale, elle commence au moment où on est créé à l'intérieur du ventre de sa mère, jusqu'au moment où on va atteindre 25 ans. Donc, ça veut dire qu'il y a une espèce de, il y a un décalage entre l'âge légal et l'âge de la maturation cérébrale. L'âge de la maturation cérébrale, c'est 25 ans. Ça veut dire qu'on reste un grand adolescent jusqu'à 25 ans, donc ça ouvre des perspectives assez intéressantes. Et ce que vous voyez comme les courbes que vous voyez représentées ici, c'est les courbes qui représentent l'épaisseur du cortex. Le cortex, c'est la couche externe de votre cerveau, c'est là où vous avez le maximum de corps des neurones. Donc un neurone, c'est les cellules qui sont dans le cerveau, et ces neurones, ils ont la particularité d'avoir un corps et puis des longs tubes pour transmettre l'influx nerveux qui s'appellent les axones et qui permettent de relier les différentes parties du cerveau entre elles. Et cette couche externe du cerveau, qu'on appelle le cortex, donc elle contient le maximum c'est là où il y a la proportion la plus importante de corps des neurones. Et ici, ce qu'on voit représenter, c'est l'augmentation de l'épaisseur du cortex dans un premier temps de la maturation cérébrale. Et cette épaisseur corticale, elle est engendrée par la multiplication des connexions entre les neurones. Si je le dis de façon avec un langage un peu direct, c'est l'idée de l'ouverture des possibles. Si je multiplie les connexions entre mes neurones, j'ai l'adaptabilité la plus grande possible à un environnement changeant. Et puis une fois que je suis adapté à mon environnement, je vais sélectionner les connexions les plus pertinentes, et en sélectionnant les connexions les plus pertinentes, il y a un certain nombre de connexions qui vont disparaître, et mécaniquement, l'épaisseur du cortex va diminuer. Et ce qu'on voit, c'est que cette maturation cérébrale, ce jeu d'augmentation de l'épaisseur du cortex, cette diminution de l'épaisseur du cortex sous la contrainte de la multiplication et de la diminution des connexions synaptiques, elle s'opère à différents rythmes dans différentes régions cérébrales. Ce qui vient complètement remettre en question, je dirais, le biais qu'on a tous de considérer que comme l'âge est chronologique, le développement cognitif et le développement socio-émotionnel de l'enfant devrait être linéaire. Ça, c'est, si je caricature, c'est le modèle piagétien. Par grand stade, tous les enfants du monde passent par les mêmes âges, au même stade du développement. Ça, c'est globalement ce qu'on pensait dans les laboratoires de psychologie il y a 60 ans. Plus personne dans les laboratoires de psychologie de développement ne modélise le développement cognitif comme un développement linéaire et cumulatif. Et là, on voit bien quand même que cette divergence entre ce qu'on enseigne, en tout cas, aux professeurs des écoles dans les SP, où la dernière chose qu'ils apprennent, finalement, sur le développement cognitif, au mieux, c'est le modèle piagétien. La problématique, c'est que ça ne colle pas, d'une part, avec leurs observations qu'ils font en réel dans leur classe. C'est-à-dire qu'on voit bien, quand on est dans les apprentissages, que ces apprentissages, ils sont fulgurants à des moments qui stagnent, voire même que l'enfant va régresser, puis ensuite va redémarrer sa marche en avant. Et qu'on lit cette problématique-là dans un système, je dirais, dans un modèle théorique qui est un modèle piagétien qui est complètement dépassé, en tout cas dans les laboratoires de recherche. Donc je pense qu'effectivement, là, il y a quand même de la pédagogie à faire et effectivement, l'idée, c'est d'en parler au cerveau des professeurs. Bon, l'idée, c'est simplement de montrer que, voilà, typiquement, une cohorte avec laquelle on a travaillé, c'était des enfants âgés de 5 à 11 ans, donc c'est des vrais enfants qui viennent travailler avec nous au laboratoire, on ne prend pas des robots ou quoi que ce soit, c'est des enfants, et effectivement, on les met dans cette grosse machine qui s'appelle une IRM, une imagerie par résonance magnétique, alors qui ne fonctionne pas en fait exactement comme une radio, une radio qu'on peut faire dans les autres parties de notre corps. En fait, ça fonctionne sur le principe des propriétés électromagnétiques des molécules d'hémoglobine dans votre sang. Et en gros, plus l'oxygénation augmente dans une partie du cerveau, plus vous allez changer le signal
que vous enregistrez. Si vous faites une soustraction du signal entre la condition contrôle et la condition expérimentale, d'une certaine manière, vous allez pouvoir déterminer en chaque point du cerveau quelles sont les zones qui sont actives. Mais vous n'enregistrez pas l'activité d'un neurone. Vous enregistrez des populations de neurones gigantesques. Plusieurs millions de neurones dans chaque point du cerveau. Donc il y a une problématique fondamentale en neurosciences, c'est cette problématique de comment on intègre les différents niveaux d'explication. C'est-à-dire que vous avez une petite électrode, vous allez la garder sur 10 neurones, et moi j'avais une technique qui me permet de regarder 1 million de neurones ensemble. Donc évidemment, réconcilier ces différents niveaux d'explication, ça peut être complexe. Bon, là c'est simplement pour vous expliquer que faire rentrer un enfant dans une IRM, ça prend du temps, et ça me permet d'introduire une problématique qui est, à mon avis, une problématique qui explique aussi les conflits qu'il peut y avoir parfois entre scientifiques et pédagogues, ou en tout cas professeurs, c'est qu'il y a un conflit de temporalité. Alors, contrairement à ce qu'on peut penser, la recherche n'avance pas très vite sur ces domaines. La recherche avance très lentement. Que moi, pour faire une expérience de ce type-là, il me faut 5 ans entre le moment où j'ai l'idée et le moment où je peux sortir mes premiers résultats. Et en même temps, le professeur, il est dans sa classe, il a des problématiques auxquelles il est confronté, il aimerait bien qu'on lui donne une réponse. S'il se tourne vers la science, il a le risque qui était soulevé tout à l'heure, qu'il va prendre n'importe quel résultat qu'il trouvera, qui n'est pas forcément répliqué, et qui va l'utiliser comme si c'était effectivement, comme si ça lui donnait une vérité. Alors que, évidemment, la science, c'est pas une vérité, c'est une vérité qui est changeante, qui vous donne une réponse généralement en zone de gris, puisque c'est jamais que est-ce que votre résultat est significatif ou pas significatif par rapport, je dirais, à la distribution normale. Donc vous donnez jamais que les indications très générales. Donc le prendre comme une réponse, je dirais, parfaite à une question donnée, c'est un peu compliqué. Donc là, c'était juste pour vous montrer comment on peut mettre un enfant dans une IRM. L'idée, c'est déjà de lui expliquer ce qu'on va faire avec lui, parce qu'on a l'obligation d'obtenir le consentement éclairé du représentant légal de l'enfant, mais on demande toujours à avoir, nous, l'accord éclairé aussi de l'enfant. Donc avoir l'accord éclairé de l'enfant, ça nécessite de prendre un certain nombre d'étapes pour lui expliquer ce qu'on va faire avec lui, et notamment cette idée de mesure. Donc on commence par la taille, parce que généralement ils savent qu'il y a une mesure quand on essaie de mesurer leur taille. Ensuite on introduit cette notion qu'on peut utiliser un outil pour avoir une mesure plus précise de sa taille, c'est la toise. Et puis ensuite on va lui parler de la radio. Est-ce que tu as déjà fait une radio? Oui, j'ai déjà fait une radio. Est-ce que ça fait mal une radio? Ah ben non, ça fait pas mal une radio. On lui dit, ben voilà, on va utiliser ce gros appareil qui s'appelle une IRM pour mesurer l'activité de ton cerveau quand tu es en train de résoudre un problème. Et ça ne fait pas mal, c'est comme une radio, tu verras, ça ne fera pas mal. Voilà, donc c'est la première étape, mais ça prend du temps déjà d'expliquer l'ensemble de ces étapes-là. Il y a toute une étape où le challenge, c'est de mettre un enfant allongé pendant 20 à 25 minutes sans qu'il bouge, parce que même si ce n'est pas une caméra, une IRM, ça a les mêmes contraintes qu'une caméra, c'est-à-dire que si je bouge ma tête, j'ai un signal qui est moins bon, que j'enregistre qui est moins bon, et par définition, je pourrais donc avoir plus de mal à tirer des résultats pertinents. Donc tout l'enjeu, c'est d'apprendre à un enfant à rester de 5 ans, à rester 20 minutes sans bouger dans un tube. Donc vous imaginez le temps que ça prend. C'est-à-dire qu'il y a 2 heures de préparation à l'école, 2 heures de préparation au laboratoire avant que l'enfant rentre dans la zone d'IRM, et puis on va l'habituer à toutes les étapes, notamment à répondre sur des boutons sans regarder ses doigts. On va lui faire écouter toutes les séquences et tous les bruits qu'il va entendre dans l'IRM pour diminuer son anxiété. Et puis on va lui faire construire un petit casque du chevalier, parce que quand il va rentrer dans l'IRM, il aura une petite antenne comme ça, et on veut effectivement qu'il soit le plus habitué en amont de rentrer dans cette IRM. Et puis c'est le moment où il est prêt, il va rentrer dans l'IRM. Vous avez vu que tout notre IRM est décoré, donc en fait c'est un peu comme des astronautes qui partent dans l'espace, ils rentrent dans la navette spatiale, et puis ensuite on commence le grand voyage avec eux. Donc la première chose qu'on a faite, c'est simplement pour vous dire que les neurosciences, ça peut répondre à des questions très simples, et des questions qui sont posées dans le champ, en tout cas de la psychologie du développement, et même dans le champ de l'éducation, depuis un grand nombre d'années. La première question auquel on s'est attaqué, c'est finalement de se poser la question, de se dire quels sont les mécanismes qui sont impliqués dans la tâche de résolution et conservation du nombre piagétienne. Alors pour ceux qui sont passés par les écoles normales, ou les UFM, ou les SP si vous êtes plus jeunes, vous avez sans doute déjà entendu parler de cette tâche de conservation du nombre qui avait été proposée par Piaget, et qui est une tâche intéressante parce que c'est une tâche qui permet de tester si à quel âge l'enfant est capable de comprendre que le nombre s'abstrait d'un certain nombre de grandeurs physiques, comme la longueur par exemple. C'est vrai que le nombre d'éléments dans un ensemble n'est pas déterminé par la densité de ces éléments ou par la taille de cet ensemble. Et donc le principe inventé par Piaget, la tâche inventée par Piaget était la suivante: vous présentez une première rangée de jetons, vous demandez à l'enfant de construire une deuxième rangée de jetons. Une fois qu'il a fait cette première étape, vous lui demandez est-ce qu'il y en a pareil
dans la rangée du haut et dans la rangée du bas. Vers 4-5 ans, tous les enfants sont capables de vous dire qu'il y en a autant dans les deux rangées. Et c'était le génie de Piaget. Ensuite, il introduisait une transformation. Et donc, il va écarter les jetons. Donc, c'est pas un tour de magie, on ne cache pas les jetons, on écarte les jetons devant les yeux de l'enfant et on lui repose la même question. On lui demande, est-ce qu'il y en a autant, pareil, dans la rangée du haut et dans la rangée du bas? Et jusqu'à 7 ans, tous les enfants du monde vous disent, ben non, tu vois bien, il y en a plus dans la rangée du bas. Parce que c'est plus long. Et vous pouvez même leur faire compter, vous pouvez essayer ça avec vos petits-enfants par exemple, si vous leur faites compter les jetons, même une fois qu'ils vous ont dit qu'il y en a plus dans la rangée du bas, même s'ils vous disent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vous disent mais il y en a quand même plus dans la rangée du bas. Et il faut attendre 7 ans, et pour Piaget ça démontrait que l'enfant avait atteint un nouveau stade de sa logique, pour que l'enfant soit capable de vous dire ben non, il y en a toujours autant. Et il vous prend même pour un idiot de pouvoir lui poser la question. La question qu'on s'est posée au laboratoire, c'est de se dire mais est-ce que finalement cette tâche, elle reflète un nouveau stade de développement, ou est-ce qu'elle reflète à un moment donné la capacité du cerveau de résister à un automatisme qui est extrêmement prégnant dans notre environnement visuel, qui est longueur égale nombre. Cet automatisme, il est finalement, on l'utilise en permanence. Par exemple, si vous prenez votre voiture et que vous allez choisir la bonne file pour aller à un péage, en règle générale, je suppose que vous prenez celle où il y a le moins de voitures. En général, c'est une stratégie qui ne marche pas, vous avez vu, hein, ça ne marche pas forcément. Mais c'est quand même celle qu'on utilise spontanément. À chaque fois qu'on arrive au péage, on essaie quand même d'aller dans la file où il y a le moins de voitures. Et donc cette stratégie longueur égale nombre, il faut y résister pour réussir cette tâche-là. Et comprendre finalement que le nombre s'abstrait d'un certain nombre de grandeurs physiques non pertinentes pour la numéricité, c'est aussi apprendre à résister à un certain nombre de biais, d'automatismes qu'on a pu construire au cours du développement. Et donc ce qu'on a simplement effectué dans cette tâche-là, on a demandé à 60 enfants âgés de 5 à 11 ans de venir au laboratoire, de participer à une tâche dans l'IRM et de résoudre cette petite tâche piagétienne. Alors on a multiplié les essais parce que vous avez besoin d'enregistrer l'activité sur un très grand nombre d'essais. Et puis on a contrasté l'activité entre des enfants qui réussissent la tâche par rapport à des enfants qui échouent à cette tâche-là. Ça nous permet de regarder dans le cerveau quel est le réseau qui permet de réussir la tâche de conservation du nombre piagétien. Donc en science, on monte toujours sur les épaules des géants, donc on a repris la tâche piagétienne, c'est notre géant à nous, et puis on a essayé de la réinterpréter finalement avec une autre théorie. Et ce qu'on observe, et si Piaget avait eu l'IRM, si vous lisez les textes de Piaget, Piaget, dès le début du XXe siècle, disait déjà qu'il y avait un lien entre maturation cérébrale et développement cognitif. Il était totalement... Il reconnaissait évidemment qu'il y avait un effet de l'environnement social. Hein. Tout ce que je vous dis là ne dit pas que l'environnement social n'a pas d'effet sur le développement cognitif. Mais il aurait utilisé l'IRM si l'IRM avait été disponible à l'époque. Et il aurait fait l'hypothèse que cette région devait s'activer. Donc cette région, c'est une région du cortex pariétal. Donc en gros, ça se situe à peu près ici dans votre cerveau. Et cette région, elle est systématiquement activée quand on fait des traitements numériques dans notre environnement. Alors là, les activations, pardon, j'aurais dû vous le dire, elles apparaissent sur ces taches colorées. Et plus la couleur est chaude, plus l'activation de cette région est importante. Encore une fois, ce n'est pas l'activation d'un neurone, hein, c'est des millions de neurones sous-jacents. Donc, je dirais que c'est relativement logique, c'est une tâche numérique, vous avez une activation de cette région qui est dévolue aux maths globalement dans votre cerveau. Mais ce n'est pas la seule région qui est activée, il y a une autre région qui s'active de façon systématique. Cette petite région, c'est une petite partie de votre cortex préfrontal, et cette région, c'est la région qui est systématiquement impliquée quand on résiste à des automatismes. Dès que je suis en train de résister à un automatisme, non pertinemment dans un contexte donné, j'active cette région-là. Donc finalement, réussir la tâche de conservation du nombre piagétienne, c'est évidemment comprendre un concept lié à la numérosité, mais c'est aussi résister à un automatisme qu'on a pu créer au cours d'observations de régularité dans son environnement. Je dirais que ça, c'est vrai jusqu'à un certain point. Le problème, c'est que parfois, voilà typiquement une illustration que j'ai récupérée dans un manuel scolaire, dans lequel on apprend à dénombrer un enfant, c'est typiquement une illustration pour apprendre à dénombrer un enfant, et de façon totalement implicite et non voulue. Je ne pense pas que l'éditeur voulait spécifiquement introduire un biais dans ce qu'il enseignait à l'enfant. Il a renforcé l'idée qu'il y avait une linéarité entre le nombre et la longueur. Une girafe, 2 hippopotames, 3 crocodiles, et ainsi de suite. Sauf que le biais ou l'automatisme que vous créez, il n'est pas construit exactement de la même manière que quand l'enfant circule dans son environnement et qu'il observe une récurrence probabiliste
d'une association entre la longueur et le nombre. Il est dans une interaction de tutelle. Vous êtes en train de lui apprendre à dénombrer. Sauf que vous faites passer un autre implicite, vous renforcez un autre implicite, qui est que la longueur est associée au nombre. Donc, encore une fois, ça ne dit pas quelle est la pédagogie qu'il faut utiliser. Ça permet simplement, en donnant ce résultat, de donner aux professeurs matière à réfléchir sur les pédagogies qu'ils utilisent ou sur le matériel qu'ils peuvent utiliser dans un apprentissage scolaire donné. Encore une fois, mon rôle n'est pas d'être prescriptif. Je n'ai rien à donner comme pédagogie aux professeurs. Je peux simplement les alerter sur un certain nombre de biais que je peux observer dans un certain nombre de situations. L'ensemble des recherches qu'on mène au laboratoire, elle nous a permis notamment de mettre en évidence que, ça c'est le système piagétien, c'est le système de développement cognitif vu par Piaget, donc c'est cette idée que le développement cognitif, il s'opère par 4 grands stades, du stade des opérations sensorimotrices jusqu'au stade des opérations formelles, et vraiment chez Piaget, je vous invite à réécouter les émissions radiophoniques de Piaget, il est extrêmement caricatural, en tout cas quand il présente à la radio, il dit « tous les enfants du monde passent par les mêmes stades, aux mêmes âges », surprenant, ça ne vous a pas échappé qu'il y a de la variabilité interindividuelle chez les enfants. C'est vrai que Piaget avait du mal à concevoir et à penser la variabilité individuelle des enfants. Néanmoins, c'est encore, je dirais, un des modèles qui est le plus utilisé quand on pense le développement cognitif de l'enfant. Sauf qu'encore une fois, c'est un modèle qui a été abandonné il y a très longtemps pour 2 raisons. Parce qu'un modèle en science, par définition, quand il est dépassé, on le change. C'est le principe de la science, c'est que quand votre modèle ne permet plus de rendre compte de l'ensemble des données qui sont disponibles dans le champ, vous changez de modèle. Et il y a 60 ans, on a changé de modèle, notamment le modèle piagétien, parce qu'on s'est aperçu que les bébés avaient beaucoup plus de compétences que ce que ne le pensait Piaget. Les bébés sont capables de faire des opérations arithmétiques du type 5 plus 5 égale 10. Ils sont capables de comprendre les principes physiques qui régissent le déplacement des objets. Ils sont capables de faire des statistiques bayésiennes. Ils sont capables d'attribuer des états mentaux à autrui. Ils sont capables de choisir parmi 2 personnages celui qui a des comportements les plus altruistes. Donc, soit dit en passant, dans le débat Voltaire-Rousseau, où tout le monde s'est gossé de Rousseau, c'est Rousseau qui avait raison. C'est qu'effectivement, intrinsèquement, l'homme est bon, c'est pas la société qui le rend bon. C'est-à-dire que si vous regardez les compétences que sont capables d'exprimer les bébés choisissent systématiquement les personnages, c'est des petites scènes, hein, tout ça est implicite évidemment, qui ont des comportements altruistes et coopératifs, systématiquement. Donc ça c'est une première problématique pour la théorie piagétienne, et puis la deuxième, c'est que ça ne vous a pas échappé que même quand vous êtes arrivé au stade des opérations formelles à 15 ans, que normalement chez Piaget vous avez accès à la double réversibilité des opérations formelles, c'est-à-dire que vous êtes capable de raisonner sur des propositions abstraites et sur des hypothèses, vous arrive encore de faire des erreurs de raisonnement, même dans des situations relativement simples. Et ça, cette irrationalité de l'adulte, c'est totalement incompatible avec le modèle piagétien. Donc, il y a 60 ans, on a changé le modèle et on est passé à des modèles très dynamiques et non linéaires du développement, dans lesquels on essaye de comprendre les erreurs et les réussites et la capacité d'exprimer une compétence en fonction du contexte. C'est le contexte qui est le caractère explicatif ou un des éléments explicatifs de la capacité à exprimer une compétence. Et le modèle qu'on défend au laboratoire, qui n'est jamais qu'un modèle parmi d'autres, il n'y a pas de modèle, c'est pas forcément le modèle prépondérant, mais en tout cas le modèle qu'on teste dans notre laboratoire, il revient à dire qu'on peut schématiser l'esprit humain à travers 3 grands systèmes de pensée. Il est en partie tiré des travaux de Kahneman, cet économiste, ce psychologue qui a obtenu le prix Nobel d'économie, et qui avait notamment montré qu'un certain nombre de nos choix et notre prise de décision sont basés sur des automatismes, des heuristiques, donc des stratégies très rapides, peu coûteuses, qui permettent d'arriver très rapidement à la bonne réponse, mais qui parfois, dans certains contextes, m'amènent à me tromper de façon systématique. Et puis, de l'autre côté, vous avez le système des algorithmes logiques, des algorithmes exacts. Donc en gros, ça c'est la logique piagétienne, c'est ce que Piaget avait bien décrit dans son modèle piagétien, c'est l'ensemble de ces stratégies lentes, coûteuses, mais qui permettent systématiquement d'arriver à la bonne réponse. Et puis ce qu'on a rajouté dans le modèle de Kahneman, c'est cette idée qu'il y a un 3e système qui est hébergé par le cortex préfrontal, qui permet au cas par cas d'arbitrer le moment où on peut utiliser un automatisme et le moment où il faut bloquer un automatisme pour aller chercher notre système logique. Et on essaye de comprendre les erreurs systématiques dans différents domaines cognitifs et dans différentes situations scolaires au regard et à la lumière de ce modèle théorique.
C'est ça qu'on essaie de faire au laboratoire. Donc on s'intéresse finalement à ces capacités de résistance cognitive comme un mécanisme fondamental du développement cognitif et socio-émotionnel de l'enfant et de l'adolescent. Alors qu'est-ce que j'entends par résistance cognitive? Et pourquoi il pourrait y avoir un lien, d'une certaine manière, avec l'éducation. Alors je vais vous montrer une petite vidéo, ça ne va pas prendre très longtemps, j'espère que je ne suis pas... Non, ça va encore. Je vais vous montrer cette petite vidéo pour vous montrer comment en psychologie on a mesuré pour la première fois les capacités de régulation des enfants. Donc c'est une tâche toute simple, j'espère que ça va marcher. Le principe est le suivant, vous avez une expérimentatrice qui rentre dans la salle, donc ça c'est l'expérimentatrice, vous avez un enfant qui est placé devant une petite assiette, et sur cette assiette on place une guimauve. Et on dit simplement à l'enfant, tu peux manger la guimauve tout de suite, ou si tu attends, quand je reviens, je t'en donne une deuxième. Donc il y a ici, on essaye de mesurer la capacité qu'a l'enfant à maîtriser son impulsivité pour obtenir une gratification dans le futur plus importante. Donc c'est ça qu'on essaye de mesurer. Donc elle explique la consigne. Donc on voit le grand frère et la petite sœur. Donc il réexplique, il essaie de bien comprendre la consigne. L'expérimentatrice sort de la salle et on va regarder le temps entre le moment où l'expérimentatrice est sortie de la salle et le moment où l'enfant va manger le marshmallow. Et ensuite, évidemment, on va filmer les enfants et on va regarder quelles sont toutes les stratégies qu'ils vont mettre en œuvre pour résister à la tentation immédiate, pour obtenir une gratification différée plus importante dans le futur. Voilà, donc là, la petite fille a mangé le marshmallow, donc on arrête l'expérience, on a calculé le temps entre le moment où l'expérimentatrice était sortie et le moment où elle a mangé le marshmallow. Donc il lui réexplique la consigne, il dit si tu attends, tu vas en avoir deux. Et il lui dit, ben là tu ne veux pas en avoir deux parce que tu as déjà mangé. Il dit que lui, il n'a rien mangé, donc il va en avoir. Et donc là, il lui suggère de ne pas lui montrer, parce que peut-être qu'il en aura deux comme ça. C'est oui. Non. Non, il a encore réussi. Donc voilà, ça prend un certain temps. Évidemment, il y a un effet développemental, et là, ça devient très difficile pour lui parce qu'il voit sa sœur manger le marshmallow. Et il y a évidemment un effet développemental, c'est-à-dire que les petits-enfants ont plus de mal à se contrôler que les enfants un peu plus âgés. Donc là, il a mangé en fait un petit bout. Donc là, c'est pareil, on arrête le chrono. L'expérience, ça. Et lui, il continue à attendre. Donc on voit qu'il y a une variabilité interindividuelle entre les enfants. Et puis, parfois ça arrive, vous n'avez pas tout à fait fini de donner la consigne, et l'enfant mange le marshmallow, et donc l'expérience s'arrête. Alors, elle a deux vertus, je dirais, cette expérience. La première vertu, c'est que c'est une des premières fois où on met en évidence que, contrairement à ce qu'on pouvait penser, donc c'est une étude qui a été menée dans les années 60 aux États-Unis et qui montrait pour la première fois que l'enfant est capable en fait de se maîtriser. Il est capable de réguler une partie de son impulsivité. Jusque dans les années 60, on pense que l'enfant est essentiellement un être d'impulsivité. C'est la première étude qui montre que dès 4 ans, il y a 2 tiers des enfants qui sont capables d'attendre. Alors il n'y a qu'un tiers des enfants qui atteignent le bout de l'expérience qui est 15 minutes, mais effectivement c'est très compliqué d'attendre 15 minutes. Au bout du compte, ils ont tous de marshmallow, ils sont tous bien traités, enfin je ne sais pas si c'est très bien de manger 2 marshmallows, mais peu importe. Ok, donc ça c'était la première étape. La deuxième étape, c'est de se dire, mais pourquoi ça pourrait être lié finalement à l'éducation? Et cette étude, elle est intéressante de ce point de vue-là. C'est une étude qui a suivi de façon longitudinale 1000 enfants de l'âge de 4 ans, et ils les ont suivis jusqu'à 30 ans. Donc c'est les mêmes enfants qu'on a suivis depuis les années 1975. Et chez ces enfants, on a mesuré de 4 à 11 ans leur capacité de contrôle de soi, leur quotient intellectuel, et puis le niveau socio-économique dans lequel ils grandissaient. Et puis ces mêmes enfants, on a pu les voir à l'adolescence. Donc à l'adolescence, on a pu regarder quelles étaient leurs réussites scolaires. Est-ce que certains de ces enfants ont commencé fumer et d'autres ne fumaient pas? Est-ce que certains ont eu des grossesses pendant
pendant l'adolescence, et ces mêmes enfants devenus adultes, on a pu mesurer un certain nombre d'autres variables socio-économiques. Donc on a pu regarder quel était leur niveau de salaire, on a pu regarder quel était leur sentiment de bien-être, on a pu regarder aussi tout un ensemble de variables plus liées à leur santé mentale et physique. L'intérêt, c'est que comme c'est les mêmes enfants, on peut ensuite regarder si une partie de la variabilité observée à l'âge adulte ou à l'adolescence sur l'ensemble de ces facteurs-là peuvent être liés à la variabilité observée sur ces 3 facteurs dans l'enfance. D'accord ? Donc l'idée, c'est pas de regarder la trajectoire d'un individu donné, c'est d'expliquer la variabilité interindividuelle à l'âge adulte qu'on peut imputer à la variabilité interindividuelle sur ces 3 variables à l'âge dans l'enfance. Okay ? Ce qui prédit le plus la santé mentale, la santé physique, la réussite scolaire, la réussite universitaire, c'est pas le niveau socio-économique, tout le monde pense à ça, c'est pas le quotient intellectuel, c'est capacité de contrôle de soi. C'est ça qui est le plus prédictif. Donc, encore une fois, ça ne veut pas dire que l'effet du niveau socio-économique ne joue pas, hein, soyons très clairs. C'est une fois que vous contrôlez pour l'effet du niveau socio-économique, vous continuez à avoir une part de la variabilité qui est expliquée par les capacités de contrôle de soi. Je veux juste qu'on soit assez clair là-dessus. Et encore une fois, on ne prédit pas la trajectoire d'un individu. C'est pas, vous avez mangé le marshmallow au bout de 30 secondes, votre enfant est foutu, il n'y arrivera jamais à l'école. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire, hein. C'est la variabilité, d'accord ? C'est uniquement ce qu'on prédit, c'est la variabilité. Mais c'est important aussi pour l'école. Ça veut dire quelles sont les compétences sur lesquelles on doit aussi former les enfants, qui ne sont pas simplement le socle disciplinaire. Peut-être qu'on peut aussi imaginer, et voilà ce que peut apporter, je pense aujourd'hui, les neurosciences et la psychologie de développement, c'est simplement de dire, attention, il y a aussi des processus très transversaux qui sont très importants pour les apprentissages fondamentaux, notamment le contrôle de soi et puis d'autres compétences comme les compétences socio-émotionnelles et ainsi de suite. Alors, je voulais vous mettre en situation, mais je ne vais pas avoir le temps, donc je vais juste rapidement vous montrer que ces problématiques de gestion et de contrôle d'un certain nombre d'automatismes, c'est vrai aussi pour nous une fois qu'on est devenu adulte. Donc, je vais vous poser une petite question toute simple. Je vais vous poser la question suivante. Si je vous dis qu'un stylo et une gomme coûtent 1,10 €, le stylo coûte 1 € de plus que la gomme, combien coûte la gomme? Vous me dites. Il y en a qui connaissent déjà le problème. Mais spontanément, vous avez, même quand on connaît le problème, la première chose qu'on a envie de dire, c'est 10 centimes. Mais c'est pas la bonne réponse. La bonne réponse, c'est 5 centimes. Parce que si la gomme coûte 10 centimes, le stylo coûte 1 € de plus, il coûte donc 1,10 €. 1,10 € plus 10 centimes, ça fait 1 €. Mais spontanément, on a tous envie de dire 10 centimes. Et pourtant, c'est un problème trivial, quand on le regarde comme ça. Et donc, on voit bien que parfois, on est court-circuité par certains automatismes de notre pensée. Si je vous pose le problème un peu différemment, si je vous dis qu'une banane et un ananas coûtent 2,90 €, l'ananas coûte 2 €, combien coûte la banane, vous me dites? Ouais, là, il n'y a pas de piège. Mais vous voyez déjà que le simple fait, dans une évaluation, de commencer par un problème piège, puis un problème non piège, ça a un effet sur notre capacité à exprimer un certain nombre de compétences. Ça veut dire que dans l'évaluation, et dans toute évaluation scolaire, on utilise toujours des problèmes pièges. Le problème piège, c'est quasiment la règle. Il y en a dans toutes les évaluations scolaires. PISA, on est rempli. Si vous regardez les items de PISA, il n'y a quasiment que des items pièges. La problématique, c'est que PISA, vous savez, c'est la grande étude qu'on mène chez les enfants de 15 ans. Donc, le simple fait de commencer par un problème piège ou par un problème non piège va faire que l'enfant peut réussir le problème non piège quand il est commencé en premier, alors qu'il pourrait le rater s'il a commencé par un problème non piège. Vous me dites, mais ça, c'est encore assez loin d'une situation scolaire. Pas de problème, j'ai ça en stock. Pierre a 20 billes, il en a 5 de plus que Paul. Combien de billes a Paul? Pour vous, c'est trivial. Vous savez que Paul a 15 billes. C'est la bonne réponse, c'est 15 billes. Mais les enfants, dans un premier temps, ils vont répondre 25. Parce qu'eux, ils ont un autre automatisme. Ils n'ont pas le même automatisme que vous. Jusqu'à maintenant, dans leur scolarité, ils ont associé le plus à l'addition et le moins à la soustraction. Et pour eux, ça devient très difficile de contrôler cet automatisme créé par, je dirais, la progressivité des apprentissages. Ça veut dire, moi, encore une fois, je n'ai pas de prescription à donner aux professeurs, mais ça peut vouloir dire qu'ici, il ne faut peut-être pas forcément utiliser la même pédagogie dans un problème piège pour aider l'enfant à dépasser des erreurs systématiques que quand on est dans un problème non piège. C'est juste que moi, je peux dire d'un point de vue développemental et d'un point de vue d'un psychologue. Encore une fois, si vous posez le problème autrement, Marie a 10 billes, Julie en a 10 de plus que Marie, combien de billes a Julie? L'enfant ne fait pas d'erreur. Donc c'est vraiment la formulation du problème qui engendre l'erreur. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne le sait pas, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas les compétences logiques,
Ça veut dire qu'il a du mal à exprimer ses compétences logiques quand les automatismes viennent interférer avec l'expression de ses compétences logiques. Alors la question qu'on s'est posée, alors je ne vais pas vous faire celle-là parce que généralement j'y passe 20 minutes, et que vous n'êtes absolument pas d'accord quand je vous donne la réponse, alors que je vous assure que c'est la table de vérité qu'on utilise depuis les Grecs, et peu importe. Je vais juste vous expliquer le principe de ce que nous on peut faire, et encore une fois, je ne pense pas que ça valide une pédagogie en particulier. Ça valide une façon pour nous, c'est la façon que nous avons d'évaluer des pédagogies, et d'évaluer une intervention pédagogique plus qu'une pédagogie. Le principe était le suivant dans cette expérience. On a commencé par demander aux participants d'effectuer une tâche dans laquelle 90% des gens donnent la mauvaise réponse. C'est une tâche de falsification de règles conditionnelles du type si alors, qui paraît très simple quand on vous donne la règle, et pourtant tout le monde se trompe. 90% des gens se trompent. On a demandé à ces participants d'effectuer cette tâche avant et après 2 situations d'apprentissage. Une situation d'apprentissage relativement classique dans laquelle on a appris, on a tout un processus didactique dans lequel on apprend quelles sont les règles pour vérifier et falsifier des règles conditionnelles. Donc un peu ce qu'on ferait à l'école, c'est-à-dire donner dans une interaction de tutelle directe l'ensemble de l'explication de comment on utilise les règles logiques liées à la vérification, à la falsification de règles conditionnelles. Et puis on a eu une autre approche, une approche plus métacognitive, on en a appelé finalement à ce que les apprenants comprennent finalement que leur erreur venait du fait qu'ils utilisaient des automatismes un peu rapides et qu'il fallait réussir à bloquer ces automatismes pour aller chercher la réponse logique. Donc on a une approche dans laquelle on utilise ce petit attrape-piège qui nous permet de dire voilà, vous as envie de répondre les éléments qui sont cités dans la règle, c'est pas la bonne stratégie, on va mettre ça sous les hachures et puis on va aller chercher ensemble une autre réponse. Et puis, une fois qu'on a fait ces 2 situations d'apprentissage, ils reviennent et on refait la situation qu'on leur a donnée dans le pré-test. Je vais aller très rapidement sur cette diapositive. Retenez cette idée-là. Quand, dans ce type de problème, en tout cas, de logique, dans lequel il y a des biais massifs, c'est-à-dire que vous avez 90% des gens qui donnent la mauvaise réponse, vous n'avez aucun effet d'une explication de la règle. Vous n'arrivez pas à faire changer la réponse des sujets entre le pré-test et le post-test. Si vous utilisez une approche plus métacognitive, c'est la seule condition où vous arrivez à ce que quelques participants passent une réponse erronée à une réponse logique. Encore une fois, c'est une tâche qui est extrêmement difficile, dans laquelle il y a des réponses erronées qui sont massives. 90% des gens donnent la mauvaise réponse. Ce qui est intéressant du point de vue cérébral, c'est que quand vous regardez chez les mêmes individus, avant et après apprentissage, ceux qui sont en mesure de corriger leur erreur, on voit que sur l'espace de 30 minutes, on a une plasticité fonctionnelle gigantesque qui s'opère dans le cerveau. Alors que les gens utilisaient plutôt les aires postérieures de leur cerveau pour répondre, après apprentissage, ils utilisent leurs aires préfrontales. Donc on voit comment une bonne pédagogie, ou celle qui semble fonctionner le plus dans cette situation-là, et je prends toutes les pincettes qu'il faut utiliser dans ce cadre-là, ça entraîne de la plasticité extrêmement puissante dans le cerveau. Voilà, donc en gros, si on arrive à trouver la bonne situation d'apprentissage pour le bon apprenant dans le bon contexte, et je prends toutes ces mesures-là, on peut générer de la plasticité, de la transformation extrêmement forte au niveau cérébral, qui sous-tendront les apprentissages. Je vais juste rapidement vous donner quelques petites vignettes sur qu'est-ce qu'on fait dans notre dialogue qu'on opère avec les professeurs depuis une quinzaine d'années. Depuis 15 ans, on travaille en relation étroite avec un certain nombre de rectorats, notamment le rectorat de Caen et puis plus récemment avec le rectorat de Paris, Créteil et Versailles, dans lequel on a une convention qui nous permet non seulement de faire de la recherche fondamentale avec les enfants, les adolescents et les jeunes adultes, alors ça je dirais que c'est un peu c'est pour nourrir les recherches de notre laboratoire, mais dans lequel c'est du gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'on participe à la formation continue, à la formation initiale des professeurs pour finalement leur parler de tout ce qu'on fait dans notre laboratoire. Et ce dialogue qu'on a instauré avec les équipes pédagogiques, elle nous a permis depuis 15 ans de faire un certain nombre de recherches fondamentales sur des situations de classe réelles, c'est-à-dire des situations identifiées par les professeurs comme des situations où les élèves tout venant, qui n'ont pas de troubles des apprentissages, ont des difficultés systématiques. Et on essaye, nous, en utilisant des méthodologies de la psychologie cognitive, d'essayer d'identifier quels peuvent être les mécanismes qui sont bloquants et qui expliquent les erreurs systématiques des enfants. Et on ne dit pas quelle est la pédagogie, on n'a pas de prescription sur la pédagogie à utiliser, mais ça nous permet simplement de dire aux professeurs, regardez, peut-être qu'ici il y a une difficulté spécifique,
qui pourrait être lié à tel ou tel mécanisme. Alors, nous, le mécanisme qui nous intéresse, c'est plutôt le blocage des automatismes. C'est plutôt là-dessus qu'on travaille, mais on peut imaginer que d'autres laboratoires et d'autres types d'approches. Je vous donne juste 2-3 points là-dessus. On a travaillé par exemple sur la comparaison des problèmes, la comparaison des fractions qui ont des numérateurs communs, type 7 quarts et 7 tiers. Les enfants, pendant tout un temps, vous disent que 7 quarts c'est plus grand que 7 tiers. Parce qu'ils ont appris les propriétés des nombres entiers qui transfèrent sur les nombres rationnels. Donc on a montré ici qu'une partie de la difficulté des enfants, elle venait du fait qu'ils avaient du mal à bloquer le transfert des propriétés des nombres entiers sur les nombres rationnels. Et c'est vrai chez les enfants, mais en fait, c'est vrai aussi chez vous. C'est-à-dire que vous aussi, quand vous voyez 7 quarts et 7 tiers, votre première impulsion, ça serait de dire que 7 quarts, c'est plus grand que 7 tiers. Puis après, vous arrivez à vous corriger parce que vous avez appris à ce que votre cortex préfrontal contrôle finalement d'autres parties de votre cerveau. C'est vrai aussi sur les nombres décimaux, 4,7 versus 4,642, où les enfants, dans un premier temps, en tout cas de leur apprentissage, ont tendance à vous dire que 4,7 c'est plus petit que 4,642. Encore une fois, ils utilisent une propriété des nombres entiers. Plus il y a de chiffres, plus le nombre est grand, et ils le transfèrent sur les nombres rationnels. Mais évidemment, ça ne marche pas sur les nombres rationnels. Donc encore une fois, là, est-ce que c'est un problème piège? Donc l'idée, c'est est-ce que l'approche pédagogique, ça consiste simplement à réexpliquer la règle, ou est-ce que ça nécessite d'utiliser une approche un peu différente, qui nécessite de dire à l'enfant, attention, là tu te trompes parce que tu fais un transfert négatif, tu prends les propriétés des nombres entiers et tu essayes de les appliquer aux nombres rationnels. Donc c'est juste une différente approche pédagogique. Encore une fois, je ne sais pas si elle fonctionne, l'idée c'est qu'ensuite ce soit égal. Rapidement, ça je voulais présenter, c'est les problèmes arithmétiques à contenu verbaux. Donc là aussi, en utilisant des approches de la psychologie expérimentale, on a pu mettre en évidence que résoudre ce type de problème, ça nécessite de bloquer un automatisme. Ici, l'automatisme, c'est plus l'addition, moins la soustraction. Et c'est vrai chez les enfants, chez les adolescents et chez les jeunes adultes. Et c'est vrai aussi chez les experts. On a pris des étudiants en maths de 5e année. Eux aussi, spontanément, ils ont envie d'utiliser cette stratégie. On s'est intéressé à la flottabilité des objets. Ici, c'est toutes ces conceptions naïves qu'on a sur les phénomènes scientifiques qui nous entourent. Et notamment, on a tous cette conception naïve que les gros objets, ça coule plus que les petits objets. Si je traversais la dernière fois le pont de Saint-Nazaire, il y avait quand même ces énormes paquebots et je me disais c'est quand même bizarre que ça flotte. Pourtant, je connais le principe de la poussée d'Archimède. Mais néanmoins, spontanément, la première chose que j'ai envie de dire, et d'ailleurs, il y a plein de travaux qui montrent qu'on ne remplace jamais les conceptions naïves par des conceptions scientifiques. Elles coexistent dans notre cerveau. Et donc, quand on voit une grosse balle de polystyrène et une petite balle de plomb, spontanément, on a envie de dire que la grosse balle de polystyrène, elle devrait couler plus que la petite balle de plomb, puis après, on se corrige. Alors c'est vrai chez les enfants, c'est vrai chez les étudiants au lycée, c'est vrai chez les étudiants à l'université. On a fait exactement le même petit paradigme chez des physiciens qui ont un doctorat en physique. Croyez-moi si vous le voulez, eux aussi ont cette conception naïve. Alors ils ne se trompent pas, encore une fois, c'est juste qu'ils mettent un tout petit peu plus de temps pour déterminer lequel des deux objets va couler le plus quand il y a une incongruence entre la taille de l'objet et sa masse volumique. Encore une fois, ils ne se trompent pas. Ils mettent un peu plus de temps, un peu comme un enfant mettrait un peu plus de temps dans cette situation. On s'est intéressé à une autre conception naïve, c'est vivant, non-vivant, mobilité, immobilité des objets. Ça, c'est une conception naïve qui est très prégnante chez les petits-enfants, notamment chez les enfants de maternelle. Ils considèrent que tous les objets qui sont mobiles sont vivants et tous les objets qui sont immobiles sont non-vivants. Vous voyez que dans certaines situations, ça nous arrive aussi de faire réémerger cette conception naïve quand on commence à parler de notre voiture. Ça arrive aussi quand... c'est un autre problème, hein, ça c'est animisme, naturalisme. Les problématiques d'accord du sujet et du verbe dans les petites phrases du type « je les mange ». Alors c'est encore pire si c'est « je les pilote, je les asperge ». Là, les enfants mettent massivement un S. Et ici, on a mis en évidence qu'effectivement, ça venait très probablement à un moment dans la scolarité. Alors c'est probablement pas les professeurs, mais ça peut être les parents. Parce que les enfants oublient la marque du pluriel sur les noms, on leur a donné ce truc fabuleux, on leur a dit c'est simple, quand il y a les, tu mets un S au mot qui suit. Oui, sauf qu'on a oublié de leur dire que ça, c'était pas une règle orthographique. Ça, c'est un truc que vous leur donnez. Sauf qu'on a oublié d'expliciter le fait que c'était un truc et que c'était pas une règle orthographique. Et je pense qu'il y a un besoin d'explicitation qui est extrêmement fort chez les enfants et parfois on oublie un peu toutes ces explicitations. Rapidement sur les problématiques d'inversion des lettres en miroir. Dans les premiers temps de la lecture, vous savez qu'il y avait beaucoup d'inversions de lettres en miroir. Alors c'est en partie dû en fait
à un automatisme qui est lié à des propriétés des neurones de votre système visuel. Les neurones de votre système visuel, ils répondent de la même manière pour la présentation de cet objet et la présentation de ce même objet orienté dans une autre direction. Alors évidemment, c'est très avantageux pour la reconnaissance des objets. Alors ça paraît trivial avec une bouteille d'eau. Et imaginez à l'échelle de la phylogénèse, quand c'est un tigre à dents de sabre qui rentre dans votre champ visuel, si vous mettez 500 millisecondes de plus quand il arrive par la droite, a priori vous n'êtes plus là pour en parler. Donc il y a une sélection naturelle qui s'est opérée. Et donc on a sélectionné cette propriété de généralisation miroir. Et ce qu'on a mis en évidence, c'est que même quand on est un lecteur expert, quand on voit un B et un D, on a besoin de bloquer cette généralisation miroir au niveau des neurones pour pouvoir distinguer ces lettres. C'est vrai aussi quand les lettres sont dans des mots. Je voulais juste vous dire aussi que cette capacité à bloquer des automatismes, elle est vraie pas simplement pour le développement cognitif, elle est vraie aussi dans le cadre de notre développement socio-émotionnel. Le développement socio-émotionnel et notamment notre capacité à être tolérant, à être respectueux d'autrui et de la différence d'autrui, elle est en partie basée sur notre capacité à développer ce qu'on appelle les théories de l'esprit chez l'enfant. Donc c'est-à-dire cette capacité à être en mesure d'attribuer des états mentaux à autrui et comprendre que les états mentaux d'autrui peuvent être différents des miens. Et ça repose sur un processus cognitif extrêmement simple, qui est notre capacité, dans un premier temps déjà, à comprendre que quand je regarde cette bouteille, vous qui êtes de l'autre côté, qui êtes en face de moi, vous la voyez un peu différemment. Et ce qu'on a mis en évidence, c'est que ce que montrait Piaget dans les années 30, il avait dit, mais c'est pareil, Piaget aimait beaucoup les stades, hein, donc il avait dit, dans la capacité à prendre une perspective hétérocentrée, à prendre la perspective d'autrui, d'un point de vue visio-spatial, ça se développe autour de 8-9 ans, et il avait montré, il y avait on place l'enfant devant un petit paysage fait de 3 montagnes, et sur ces montagnes, il y a des petits objets. Et on prend ensuite une petite poupée qu'on place de l'autre côté de la table, en face de l'enfant, et on dit, qu'est-ce que voit la poupée? Et jusqu'à 8-9 ans, en fait, l'enfant vous répond depuis sa propre perspective. Donc, c'est-à-dire que, alors que la poupée ne voit pas le petit chalet, il vous dit, la poupée voit le chalet. Et puis à 8-9 ans, il est capable de résoudre cette tâche, et Piaget disait, bon, circuler, il n'y a rien à voir, l'enfant est capable de coordonner des perspectives visio-spatiales, et donc il est capable de prendre un point de vue hétérocentré. Sauf que si vous changez un peu le contexte, vous prenez ce contexte tout simple, vous avez une petite étagère comme ça, vous avez des rayonnages dans cette étagère, il y a certains objets que vous voyez et que le monsieur de l'autre côté de l'étagère ne voit pas. Et ce monsieur vous donne un certain nombre d'instructions, il vous demande de déplacer des objets dans cette étagère, et par exemple, dans certains contextes, il vous dit « déplacez la petite balle vers le bas ». Sauf que la petite balle pour lui, c'est celle-là, parce qu'il ne peut pas voir la petite balle blanche, alors que vous, spontanément, vous avez plutôt envie de déplacer cette petite balle. Et bien, dans ce contexte-là, les adultes, dans 50% des essais, se trompent. Donc encore une fois, ce n'est pas un stade de développement, la capacité à prendre une perspective hétérocentrée, ça dépend du contexte. On le voit bien d'ailleurs, si on est dans le métro à la fin d'une journée de grève, une personne vous marche sur le pied, en général, on a beaucoup de mal à prendre une perspective hétérocentrée, à se dire qu'il n'a pas fait exprès de marcher sur le pied. Bon, encore une fois, ça appelle à notre contrôle de soi. Et ce qu'on a mis en évidence, c'est qu'effectivement, pour prendre une perspective hétérocentrée, on doit apprendre à bloquer sa perspective égocentrée. Le problème, c'est que ça explique aussi en partie les problématiques liées à la catégorisation sociale. Si vous prenez des adolescents et que, au lieu de leur présenter des avatars qui sont des membres de leur propre ethnie, vous présentez des avatars qui sont d'un membre d'une autre ethnie, et vous demandez simplement aux adolescents, aux jeunes adultes et aux enfants de vous dire dans quelle main l'avatar tient la balle grise. Le simple fait qu'il soit d'une ethnie différente de la vôtre, vous allez mettre un tout petit peu plus de temps. Ça veut dire que prendre une perspective hétérocentrée quand l'autre est différent de moi, ça me prend un peu plus de temps. Et c'est tout simple, hein. Là je ne demande pas de faire une catégorisation sur le fait de savoir s'il est gentil, pas gentil, s'il est intelligent, pas intelligent, vous imaginez ce que vous voulez, riche, pas riche. Là c'est simplement de dire dans quelle main il tient la petite balle grise. Donc on voit que cette catégorisation sociale, elle joue sur des processus aussi simples que les processus de perspective hétérocentrée. Donc il y a un vrai enjeu à enseigner aussi, encore une fois, c'est pas seulement, mais à enseigner aussi ces mécanismes de blocage des automatismes. Et je vais juste vous montrer tout ça, je vais le sauter parce que j'ai mis beaucoup trop de choses prévues. Et comme je sais que vous voulez qu'on discute ensuite. Oui, parce que on peut revenir ensuite. Oui, on y reviendra. Je voulais juste vous montrer la dernière chose qu'on fait pour essayer justement
au-delà de tout ce qu'on peut faire dans un laboratoire de recherche, comment concrètement on essaye de créer du lien avec la communauté pédagogique. Et comment on peut essayer de le faire au-delà de, je dirais, d'un territoire. Parce qu'on est un laboratoire dans lequel il y a 12 enseignants-chercheurs. Essayer à l'échelle d'une région et d'un rectorat, c'est déjà compliqué, mais à l'échelle de l'ensemble des rectorats en France, ça devient quasiment mission impossible d'aller parler avec toutes les équipes. Donc c'est un partenariat qu'on a avec Nathan et notamment leur plateforme pédagogique, un réseau social pédagogique et collaboratif qui s'appelle Léa.fr, sur lequel on a créé un laboratoire virtuel. Et ce laboratoire virtuel, il a pour vocation d'essayer d'une part de pouvoir toucher les enfants et les professeurs dans leur classe, et d'essayer d'une part de transmettre un certain nombre de connaissances qu'on peut avoir sur le développement cognitif de l'enfant, sur la maturation cérébrale, mais aussi d'essayer pour la première fois de faire de la recherche collaborative et participative avec les professeurs dans leur classe. C'est-à-dire pas simplement le professeur qui vient ponctuellement recueillir des données, mais que les professeurs eux-mêmes deviennent des acteurs de la recherche et de la collecte de données dans leur classe. Alors, on a fait 3 étapes. La première étape, c'est qu'on a fait une visioconférence interactive sur le cerveau avec 160 classes de cycle 1, 2 et 3. Et c'est la première fois où on a pu parler directement aux élèves. Donc, on a pu toucher 4000 élèves en temps réel et on leur a parlé de choses aussi surprenantes que de leur parler de leur cerveau. Il y a quand même un paradoxe en France. Hein. Vous savez à quel âge on parle de la première fois du cerveau dans la scolarité de l'enfant? En première, vous êtes encore 13 ans. 13 ans, c'est la première fois qu'ils entendent parler de leur cerveau. Donc ils sortent du primaire, ils savent comment marche le tube digestif, comment marche leur système respiratoire, ils ne savent pas comment fonctionne leur cerveau. Ils entraînent tous les jours dans une classe, c'est leur cerveau aussi. Hein. Évidemment, ils respirent, hein, ils digèrent. Ce qui contrôle la digestion et la respiration, c'est le cerveau. Donc il y a un enjeu à parler du cerveau aux enfants. Parce que si vous parlez du cerveau aux enfants, si vous arrivez à leur expliquer que le cerveau est plastique suite à des apprentissages, ça change leur conception implicite de l'intelligence. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus d'intelligence, ils considèrent que l'intelligence n'est pas fixe, mais qu'elle est malléable. Et c'est un levier extrêmement puissant pour tous les apprentissages. Donc si notre ministre était bien informé, ce qu'il pourrait faire demain pour changer les pédagogies en France, ce serait déjà d'introduire dans le programme obligatoire à la maternelle et en primaire de parler du cerveau. Et ça changerait beaucoup de choses. J'en suis absolument persuadé. Ça, c'est la première chose. Puis je vous donnerai d'autres idées que j'ai pour réduire les inégalités. La deuxième étape, c'est on leur a dit, mais finalement, vous êtes des observateurs, vous êtes des praticiens et vous avez une expertise. Et votre expertise, c'est d'être des observateurs fantastiques du comportement des enfants. Donc, est-ce que vous pouvez aller rechercher dans vos situations scolaires des erreurs systématiques qui pourraient être dues à des automatismes que l'enfant a du mal à bloquer? Et ils ont fait remonter d'eux-mêmes 74 situations scolaires dans lesquelles, possiblement, l'erreur viendrait d'une difficulté à bloquer des automatismes qui sont créés dans d'autres apprentissages. Et on les a regardés à la loupe et tous étaient pertinents. Donc ils ont une expertise fantastique, les professeurs. Mais le problème, c'est que la recherche ne l'utilise pas suffisamment. Ça devient pas, c'est pas suffisamment de ressources. Et la troisième idée qu'on a eue, c'est de se dire, est-ce qu'on peut, en utilisant des situations finalement qui sont utilisées tous les jours dans la classe, essayer d'entraîner ces capacités à résister à des automatismes. Et on a dit, on met sur la table une idée. Alors je sais que ce n'est pas la seule façon d'évaluer une pédagogie, mais c'est une façon comme une autre. On leur a dit, essayons de faire ce qu'on fait d'habitude dans un laboratoire. Vous allez faire un pré-test en utilisant une tâche qui vous permet de mesurer les capacités qu'on utilise d'habitude dans un laboratoire pour mesurer la capacité à résister à un automatisme. Vous allez le faire avant et après un apprentissage. Et puis, vous allez créer 2 groupes dans votre classe, 2 demi-classes. Un groupe qui va s'entraîner 15 minutes par jour, 5 jours par semaine, à des petits jeux qui favorisent la résistance à des automatismes. On n'a rien inventé, hein. On allait chercher les situations auxquelles jouent les enfants dans une classe. 1, 2, 3 soleil, typiquement, c'est résister à des automatismes. Jacques a dit, c'est résister à des automatismes. Ni oui ni non, c'est résister à des automatismes. Et vous avez plein d'autres situations, des petits jeux de société, dans lesquels, en fait, sans qu'on s'en rende compte, on favorise cette capacité à résister à des automatismes. Et donc, ils ont créé 2 groupes d'enfants, un groupe d'enfants qui joue à des jeux de ce type-là, et puis un autre groupe d'enfants qui joue à d'autres types de jeux, qui entraînent d'autres types de processus. Et au bout de 6 semaines, ils les retestent sur un test qui permet de mesurer ses capacités à résister à des automatismes. Ça marche de faire de la recherche collaborative et participative avec les professeurs. D'une part, ils ont été tout à fait capables de mener toute l'expérience sans qu'on ait à intervenir. On leur a simplement donné le matériel au début de l'expérimentation. Ce qu'on voit ici, c'est que dans une situation où il ne faut pas bloquer des automatismes, les 2 groupes
progressent de la même manière. Et ça, c'est une situation dans laquelle il faut bloquer des automatismes. Et on voit que le groupe en violet, qui est le groupe qui a joué pendant 6 semaines les petits jeux pour apprendre à bloquer les automatismes, progresse plus que le groupe contrôle. Encore une fois, ça paraît tout bête, mais c'est la première fois qu'on fait de la recherche collaborative et participative avec les professeurs. Ça veut dire qu'ils deviennent les acteurs de la recherche qui est en train de se faire à l'interface de la psychologie et de l'éducation. Et donc ça devient des acteurs et ça devient aussi des gens qui sont force de proposition des recherches qu'on peut mener dans un laboratoire comme le mien. Bon, je vais vous parler de pensée critique un autre jour. Tout ça pour vous dire que c'est un collectif humain très large qui participe avec moi à toutes ces recherches. Je suis finalement juste le porte-parole de tout ce collectif humain. Et donc on travaille sur des choses aussi variées que la lecture, l'apprentissage des mathématiques, le rôle du niveau socio-économique sur le développement des compétences, par exemple en mathématiques. On essaye de créer des interventions ciblées pour essayer de combler des déficits chez les dyscalculiques, par exemple, combler chez les déficits en maths d'enfants qui se développent dans des familles défavorisées. Et voilà, j'ai fini. Et puis si vous voulez en savoir plus, voilà, notamment, alors moi j'aime beaucoup celui-là parce que c'est le livre qu'on a publié pour expliquer le cerveau aux enfants chez Nathan, et qui est un livre sur lequel on est parti des questions des enfants sur le cerveau et on a essayé de leur donner les réponses de neuroscientifiques. Voilà, merci beaucoup. Merci. Retrouver la lumière. Oui. Bien. Beaucoup de choses ont été dites. Tu veux participer à la... On a fait assez pour aujourd'hui. Beaucoup de choses ont été dites. Je suppose que ça vous a apporté beaucoup d'informations, de connaissances nouvelles. Ça correspond sans doute aussi à des expériences que nous avons tous les uns et les autres. Mais c'est à vous de poser des questions. Moi, j'ai juste une remarque. Oui. Je trouve Alors, dommage que dans votre diapo sur du début, psychopéda et neuroéducation, oui. vous n'ayez pas mentionné la neuropsychologie, qui est quand même la discipline primaire des neurosciences, comme vous dites. Alors la neuropsychologie, pourquoi je ne la cite pas? Alors c'est un biais que j'ai, c'est qu'en fait dans mon laboratoire on ne s'intéresse pas au truc des apprentissages, on s'intéresse exclusivement aux enfants tout venant, et que la neuropsychologie elle s'adresse à 10% des enfants dans les classes. Moi je m'intéresse à 90% des enfants. Oui, mais quand vous parlez de la linguistique... Ah oui, je suis d'accord, mais en fait parce que la neuropsychologie, est, contrairement à ce que les neuropsychologues essayent de faire croire, c'est une sous-discipline de la psychologie. C'est même, ils n'ont pas de titre... C'est la neurologie, oui, c'est une interaction. Non, c'est une sous-discipline de la psychologie. C'est quand même le cerveau et la psychologie. Comme toutes les autres sous-disciplines de la psychologie. Pas plus, pas moins. La psychologie, c'est le... Vous savez que la psychologie, c'est la fille de la médecine et de la philosophie. Oui, oui, bien sûr. Donc la neurologie était au fondement même de la psychologie, mais de toutes les sous-disciplines de la psychologie. Vous mettez tout. Ouais. Mais moi, je fais de la psychologie de développement et je fais beaucoup plus de neurosciences que tous les neuropsychologues en France. Ouais. L'objet du conflit, là, il est lequel? Parce que moi, je ne le comprends pas. Non, il est plus sémantique que... Non, c'est juste pour dire que la neuroscience, la neuroimagerie cérébrale, oui. Elle a démarré sur les bases de la neuropsychologie. Bien sûr. Qui est des rapports entre les lésions cérébrales au départ avec Broca en 1860 et quelques. Ouais. Broca qui a montré qu'une lésion là, ça donnait un tel trouble du langage. Tout à fait, vous avez raison. Et l'intérêt de la neuroimagerie, c'est de pouvoir étudier tous les enfants tout le monde. Oui, je suis d'accord. Moi, j'y tiens beaucoup. Et sans effet sur le cerveau lui-même. C'était la pathologie. Voilà, c'était les pathologies qui... Il y a un gros effet sur le... Si, oui, vous avez entièrement raison. Bon, alors, ce que je voudrais bien, c'est que vous présentiez, tout simplement parce que j'enregistre, et puis et vous parliez assez fort, parce que sinon ça passe pas dans le... Voilà. Sylvie. Sylvie Lidji, je voulais savoir ce que vous pensez des gens qui disent moi les maths c'est pas la peine, je suis nul et jamais je comprendrai. Que vous connaissez, j'imagine. Oui, bien sûr. Alors je vais essayer de faire deux réponses. La première, c'est que on a deux problématiques avec les mathématiques. Il y a les problématiques, vous savez, des stéréotypes de genre dans les mathématiques. C'est-à-dire que si vous... Les filles sont meilleures que les garçons. Voilà, c'est ça, les filles sont meilleures que les garçons.
l'idée, c'est que si vous présentez, il y a des recherches en psychologie sociale qui montrent ça, vous présentez le même problème, vous dites à un groupe d'enfants, moitié filles, moitié garçons, que c'est un problème de géométrie, vous observez des différences de genre. Si vous présentez exactement le même problème, mais en disant que c'est un problème de raisonnement ou de dessin, vous n'avez plus de différence de genre. Donc il y a un stéréotype associé au fait que les filles réussissent moins bien en maths que les garçons. Donc ça, c'est la première réponse. Donc il y a des stéréotypes qui sont associés à je réussis bien en maths, je réussis pas bien en maths. La deuxième chose, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de variabilités qu'on peut observer qui sont dues à de la variabilité cérébrale. C'est-à-dire que le cerveau, ça participe aussi à la variabilité interindividuelle. Il y a le social, les stéréotypes dont on vient de parler, mais il y a aussi la variabilité du cerveau, de la façon dont il est organisé, qui peut expliquer des différences en mathématiques. Mais c'est pas un peu... Je veux dire, apprendre, c'est possible pour tout le monde. Donc c'est un peu ça le message qu'il faut garder. Peu importe ce qu'on pense, si on trouve la bonne pédagogie, si on trouve le bon levier, et ça, c'est pas les neurosciences qui vont l'apporter. Un très bon prof va réussir d'une certaine manière à débloquer ça. Par contre, ce que je pense que peuvent apporter les neurosciences, c'est d'avoir une approche pédagogique qui puisse être plus métacognitive, de pouvoir expliquer à l'enfant d'où vient ce qu'il pense de sa difficulté à être bon ou moins bon en maths. Et je pense, ça, j'y crois beaucoup. Ça. Je crois qu'on ne parle pas du tout assez du cerveau des enfants. Et son système cognitif de façon plus générale, ou des effets du social sur ses comportements. On ne fait pas assez appel à l'intelligence des enfants. Oui, juste sur ce point-là, oui. Si les Michel, tu n'as pas dit ton nom. Michel Cavirol, par exemple. Là, sur ce point-là, si on donnait des poupées aux petits garçons et des Lego aux petites filles, est-ce qu'au bout de 2 générations, on n'aurait pas des choses différentes? Alors non, pour une raison... alors déjà, c'est que... Sur la géométrie notamment. Oui, c'est une vraie question. C'est-à-dire que vous avez par exemple des études qui montrent que même pour les filles qui sont résistantes aux stéréotypes, ça, ce que vous avez fait tout à l'heure, vous allez dire, donc c'est les filles qui sont meilleures en maths que les garçons, même celles qui pensent que c'est les filles qui sont meilleures en maths que les enfants, elles expriment, que les enfants, pardon, que les garçons, elles expriment ce différentiel et ce stéréotype dans leur performance en maths. Donc c'est très difficile d'aller contre les stéréotypes parce qu'elles sont renforcées par l'ensemble de la société. Et l'idée que, en introduisant beaucoup plus tôt des jeux qui soient non genrés ou faire jouer les filles au Lego et les garçons à la poupée, ça permettrait d'une certaine manière de compenser ces différences-là, ça impliquerait qu'on puisse reconfigurer d'un point de vue phylogénétique, le cerveau, à l'échelle de 2 générations. Mais c'est strictement impossible, c'est-à-dire que le cerveau, il n'a pas bougé depuis... l'écriture, ça fait 5400 ans que ça a apparu, il n'y a rien qui a bougé dans notre cerveau d'un point de vue génétique. C'est-à-dire que notre cerveau est toujours organisé de la même manière. C'est très très long pour faire changer un organe biologique. Donc, c'est pas forcément la bonne entrée. 2, je pense que ça peut être une entrée, mais dans ces cas-là, il faut expliciter. Et je crois qu'on oublie d'expliciter plein de choses aux enfants. Il faut leur dire qu'il y a des stéréotypes de genre associés à la réussite en maths. Je crois qu'on leur dit pas assez. Leur expliquer, leur montrer par A plus B, leur faire des cours là-dessus. Et ça, c'est un pan entier qu'on ne fait pas finalement à l'école. Et il y en a d'autres, par exemple, un implicite extrêmement fort. Fais tes devoirs, apprends ta leçon, sois attentif. Ça ne veut rien dire pour un enfant. Rien. Et ça crée des inégalités extrêmement fortes devant les apprentissages, parce que quelles sont les familles dans lesquelles on va pouvoir expliciter ça? Les familles dans lesquelles on a fait des études longues. Donc on crée de l'inégalité dès le début des apprentissages. On a pensé le système éducatif à l'envers. C'est-à-dire, au lieu de se dire on va commencer par leur donner des outils pour apprendre et ensuite faire les apprentissages fondamentaux, on se dit on va leur apprendre à lire, écrire, compter et ils vont bien inférer quels sont les outils pour apprendre. Je pense que vraiment on se trompe. Si on veut réduire les inégalités, c'est clair qu'il va falloir à un moment repenser le système. Et le repenser en profondeur, et notamment sur l'idée de dire qu'il faut donner des méthodologies pour apprendre avant de commencer à apprendre. C'est la première leçon, quand mes étudiants arrivent à l'université, le premier cours que je leur donne, c'est apprendre à apprendre. Oui, justement, si je peux intervenir sur cette question, apprendre à apprendre, c'était une des questions que je voulais poser. Moi, j'ai eu la chance, je le dis parce que c'était une année extraordinaire pour moi d'être dans une classe de première où nous avions un professeur de mathématiques qui a fait en sorte, dès le premier jour de sa classe jusqu'au dernier jour de sa classe, de faire en sorte que quand on sortait du cours, tous les élèves connaissaient le cours. C'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin de travailler après. Il avait une pédagogie très simple, c'est-à-dire qu'il expliquait comment on construisait
une connaissance mathématique sur des nombres, jusqu'aux nombres complexes. Hein. Et ensuite, il faisait faire des exercices où il nous faisait participer à la construction du problème. Et il y avait des élèves qui étaient plus ou moins bons en mathématiques. Et à la fin de l'année, pratiquement tout le monde avait des notes correctes. Je ne dirais pas que tout le monde avait 20, mais tout le monde avait compris le cours. Et en fait, il nous apprenait à apprendre. Et en plus, alors j'en ai eu d'autres professeurs comme ça, mais ce professeur-là, qui était, il avait des pantalons donc il n'avait aucun soin de lui-même. Hein. Il avait des cheveux hirsutes, il s'habillait mal, il faisait souffreteux. Enfin, il faisait pas sérieux, quoi. Mais quand on sortait du cours, on connaissait le cours, y compris des notions compliquées, et il nous faisait apprendre aussi à avoir du plaisir, à comprendre des notions complexes. Et il n'avait pas fait de sciences neurocognitives, ni de neurosciences ou de neuropsychologie. Mais je pense qu'il avait... Donc, ce que je trouve intéressant, c'est que vous parliez des pédagogues, etc. C'est-à-dire peut-être qu'il avait lu Piaget ou qu'il avait... Je ne sais pas, hein, c'était un vrai scientifique par ailleurs. Mais je trouve que cette capacité à apprendre et aussi à faire plaisir à apprendre, ce sont deux points très importants qui sont quelquefois oubliés et que les maîtres n'ont peut-être pas aussi la capacité de mettre en œuvre. Et je pense, encore une fois, que vous avez entièrement raison. Je ne suis pas sûr que la pédagogie et l'éducation aient besoin des neurosciences. Les neurosciences, elles permettent simplement, et quand on utilise neurosciences, moi je préfère utiliser psychologie parce que je trouve que ça permet d'être plus englobant, et les neurosciences et la neuroimagerie, c'est jamais qu'une technologie ou une technique qu'on utilise pour nous, chercheurs, comprendre l'articulation entre un processus cognitif ou un processus socio-émotionnel et son instantiation biologique. Est-ce que réellement on en a besoin pour changer l'éducation? Pas forcément. Je pense que le lien est beaucoup plus franc et direct avec la psychologie. Ce que permettent, je dirais, nos travaux, c'est simplement peut-être de mettre en lumière un certain nombre de processus dont vous venez de parler, qui sont des processus qu'intuitivement un certain nombre de professeurs peuvent utiliser, mais pas tous. Et que peut-être que pouvoir venir avec un discours en disant on a fait des recherches là-dessus, regardez, il semble que là-dessus c'est important, le plaisir d'apprendre à apprendre, les outils d'apprentissage, que la mémorisation, ça nécessite par exemple de revenir sur la même notion à différents moments dans le temps, que l'oubli c'est quelque chose de tout à fait normal dans le cerveau humain, qu'il ne faut pas penser qu'on va tout retenir et que c'est normal de revenir sur la même notion avec une certaine rythmicité. C'est simplement ce qu'apporte à mon avis la psychologie, c'est simplement de pouvoir l'apporter avec, je dirais, effectivement la force quand même des résultats scientifiques quand ils ont été répliqués un certain nombre de fois, et d'autre part de pouvoir aussi proposer des mises en situation aux élèves. Moi je me rends compte que c'est beaucoup plus puissant quand je prends mes étudiants et que je leur fais faire une expérience et que je leur montre qu'effectivement on ne peut pas faire deux choses en même temps, par exemple, parce qu'eux ils ont tous le mythe qu'ils peuvent envoyer des textos, envoyer un email et en plus suivre mon cours. Donc je les mets dans des situations, en fait, dans des petites expériences de psychologie pour mettre en évidence que c'est pas possible. Et ça marche beaucoup mieux que si j'étais venu avec mon rat de professeur des universités qui est faible à la rigueur devant les étudiants de psychologie et que je leur avais dit il faut apprendre comme ça marche moins bien. Donc je pense que c'est ça que ça apporte la psychologie. Alors un professeur qui avait levé la main là. Ramez David Samy. J'ai deux questions qui sont complètement disjointes. Donc, la première, j'ai beaucoup aimé votre exposé, c'est que on ne voit pas sur les expériences, sur le suivi, sur les théories que l'on développe, sur le contrôle, etc. On voit qu'un lien assez ténu que vous avez montré juste sur un exemple avec l'imagerie cérébrale. C'est-à-dire qu'on aurait pu concevoir faire ces expériences et le suivi et les déductions en l'absence d'imagerie. Et que l'imagerie apporte simplement, dans un cas que vous avez montré, une confirmation frappante. Et l'autre question qui n'a rien à voir, c'est qu'est-ce que vous pensez de ce que fait notre ministre avec le conseil qu'il a mis en place avec M. Dehaene? Oui. Alors, je réponds à la première et après je me ferai un plaisir de répondre à la seconde. Alors, sur la première, vous avez entièrement raison. Je pense, encore une fois, que les neurosciences,
ça a une valeur informative pour moi, parce que je fais de la recherche fondamentale en psychologie et que, comme je pense, mais encore une fois c'est une position épistémologique, que tous les processus mentaux peuvent s'instancier dans un médium biologique qui est le cerveau et le corps, ça a du sens pour moi de faire de l'IRM sur ces questions-là. Est-ce que ça a du sens de faire un lien direct entre une activation dans le cerveau et la pédagogie? Certainement pas. Je suis totalement d'accord avec vous et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le fait que, je dirais, l'observation des comportements, qu'elle soit faite avec un prisme de la psychologie expérimentale ou qu'elle soit faite par le prisme de la pratique pédagogique, elles ont en tout cas à discuter les uns avec les autres parce qu'elles permettent d'amener à des réflexions. Parce que moi j'ai forcément un point de vue qui est différent de celle d'un professeur sur une même situation scolaire. Et donc, de notre discussion peut naître finalement une interrogation pour lui sur les pratiques pédagogiques qu'il pourrait utiliser. Donc ça, c'est ma première réponse. Sur la deuxième, sur le conseil scientifique, ça ne vous a pas échappé que je n'y suis pas, que mon laboratoire n'y est pas représenté non plus, et c'est un choix. C'est-à-dire que le choix était de dire que nous ne concevions pas la relation qui devait s'opérer entre les gens qui font des sciences cognitives, les chercheurs dans le laboratoire et le terrain comme une relation top-down. Je pense que c'est vraiment la très très mauvaise façon de faire entrer les problématiques des sciences cognitives dans le monde de l'éducation et que je crois beaucoup plus à avoir un dialogue qui soit beaucoup plus horizontal. Je l'ai déjà dit au ministre, je ne parle pas spécifiquement avec Stanislas Dehaene parce qu'on n'est pas en très bon terme, mais voilà, on n'a pas la même vision des choses. Je pense aussi que c'est quelqu'un qui a très peu vu d'élèves dans les classes, c'est quelqu'un qui a fait très peu de recherches même sur le développement de l'enfant. Il a fait quelques recherches en fait, menées par sa femme sur le bébé, et il a fait essentiellement des recherches sur, par exemple, sur la transformation du cerveau suite à la lecture. Mais voir que le cerveau se transforme suite à la lecture, ça ne vous donne pas une baguette magique pour dire quelle est la bonne pédagogie à utiliser. Et je dirais que l'avantage de notre laboratoire, c'est comme on s'intéresse à des processus qui sont un peu plus transversaux aux apprentissages, peut-être qu'on apporte un peu plus d'informations aux professeurs, parce que quand vous venez dans une classe et que vous dites c'est la méthode syllabique qu'il faut utiliser, alors que en disant oulala la méthode globale c'est terrible, il ne faut surtout pas l'utiliser, alors que ça fait 20 ans que plus personne n'utilise des méthodes purement globales dans les classes, je veux dire, évidemment les gens vous regardent en disant mais ça apporte quoi les neurosciences cognitives? Si c'est ça que ça apporte, ça ne nous sert à rien. Et là-dessus je rejoins tout à fait la communauté qui dit ça, mais je pense que ça peut apporter d'autres choses, des éclairages sur des processus un peu plus transversaux, par exemple aussi expliquer pourquoi le sommeil est important. Souvent on dit aux parents, je pense qu'il y a une dernière population auquel on n'arrive pas encore à parler, ni d'ailleurs le monde de l'éducation nationale, ni nous, c'est la population des parents. Comment on fait l'éducation des parents aussi? Parce qu'on leur donne des explications totalement tautologiques. On leur dit, il faut que vos enfants dorment pour qu'ils ne soient pas fatigués. Oui, d'accord. Et il faut leur dire, il faut qu'ils dorment parce que en fait, le sommeil, c'est extrêmement important pour la consolidation des connaissances et des apprentissages au cours de la journée. Et enfin, il faut en parler, encore une fois, à leur intelligence. C'est-à-dire qu'il faut essayer de justifier l'ensemble des préconisations qu'on a au regard de ce qu'on peut savoir aujourd'hui sur les mécanismes qui s'opèrent d'apprentissage dans le cerveau humain. Donc je crois beaucoup à ça. C'est pour ça que je ne suis pas très lié aux concessions. Laure, il y aura leur prestation. Je voulais savoir s'il y avait eu des recherches un peu parallèles sur le développement des compétences artistiques. Est-ce que c'est des mécanismes totalement différents ou est-ce qu'on peut retrouver un peu la même chose? Alors, il y a des... nous, on essaye de travailler au laboratoire sur... il y a tout un pan du laboratoire qui travaille sur l'innovation et la créativité. Ce qu'on montre, c'est que, évidemment, l'innovation et la créativité, bon, déjà, c'est complexe. C'est-à-dire que c'est encore plus complexe et finalement, c'est beaucoup plus simple d'aller se poser la question de quels sont les processus qui sont engagés quand on est dans de la logique, dans des problèmes de logique, que quand on est dans de la création artistique. D'ailleurs, vous avez vu que, je ne sais pas si vous avez regardé l'œuvre d'art que nous a pondue l'intelligence artificielle, qui vient d'être vendue à 300 000 €. Je veux dire, on se demande à quoi sert l'intelligence artificielle dans ces cas-là. Et on voit bien qu'effectivement, la question posée par là, elle est effectivement très difficile parce que c'est pas parce que vous colligez l'ensemble des données qui sont là que vous allez forcément créer une œuvre d'art particulière. Ce qu'on a montré, par exemple, sur la créativité, encore une fois, créativité et innovation, montre que ces mécanismes que pour être créatif, il faut quand même dépasser des effets de fixation. C'est-à-dire que quand vous voulez être très créatif, quand vous voulez être très innovant, il ne faut pas s'arrêter sur les premières idées qu'on a. Donc, moi, c'est ce que je peux vous dire très modestement par rapport à ce qu'on fait dans notre laboratoire. Je pense que le problème de l'art et de la compréhension de quels sont les processus engagés dans l'art, elle est extrêmement complexe et très difficile à aborder avec le prisme des neurosciences. Il y a tout un pan des neurosciences qui a essayé de s'intéresser à la neuroesthétique
Et pour l'instant, ça ne marche pas très bien. Il n'y a pas je ne trouve pas de résultats qui nous permettent de comprendre mieux le principe de la création artistique. Alors il y a des gens qui travaillent sur le aha moment, le moment où tout d'un coup on a une idée, où on a une inspiration, mais c'est très difficile de savoir exactement qu'est-ce que ça veut dire, et comment décortiquer ces processus. Donc encore une fois, je pense qu'il faut être modeste, notre discipline n'a pas vocation à répondre à toutes les problématiques et tout décortiquer. Je pense que ces problématiques de l'art, de comment on génère du beau, du vrai, c'est compliqué dans le cerveau humain. Françoise Lebert, et puis ensuite, tu voulais te poser une question? Oui, donc Françoise Lebert, j'allais vous poser la question de quelle était la liaison entre ce travail scientifique et la formation des enseignants. Qui est quand même poussé assez sinistré. Mais j'ai été troublée par votre affirmation qui a suivi, qui consistait à dire que la pédagogie n'avait pas besoin de neurosciences. Non, c'est. J'aurais donc mal compris. Non, c'est pas tout à fait ce que je pense. Je pense juste que, encore une fois, on est d'accord sur le fait qu'il y a un problème de formation initiale des enseignants. À plusieurs niveaux, d'une part parce que je pense qu'il faut une stagiarisation qui est plus importante, ils ont besoin d'être plus dans les classes pour comprendre comment fonctionne une classe, parce qu'ils ont besoin d'avoir plus de cours sur la pédagogie en tant que telle, et peut-être moins sur le cœur disciplinaire, ce que je vois à l'ESSEC Paris par exemple m'inquiète un peu, et je pense qu'ils ont besoin aussi d'avoir des connaissances sur le cerveau et sur le système cognitif et sur le développement cognitif de l'enfant. Mais ça, c'est pas tant le problème de l'ESP, c'est le problème des psychologues qui enseignent à l'ESP. On a recruté dans les SP des psychologues qui enseignent au mieux Piaget. Et ça, je veux dire, j'essaie modestement de faire changer les choses à l'ESP de Paris, mais c'est compliqué. Et pourtant, ils sont plutôt ouverts. J'ai réussi à mettre la main sur 9 heures de cours, ce qui est déjà incroyable. Donc il faut jouer au niveau de la formation initiale, il faut jouer au niveau de la formation continue, parce que c'est très important. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne crois pas du tout à la méthode forte qui est... comme le ministre est en train de faire, 9 heures de formation continue sur la lecture, 9 heures de formation continue sur les maths, les neurosciences qui serviraient que pour le primaire mais pas pour le secondaire et pas pour le supérieur, les neurosciences, enfin la psychologie, ça sert à tout, pour la pédagogie, à tous les niveaux du cursus. Le problème c'est qu'effectivement pour l'instant ils n'ont pas d'idée pour les autres parties du cursus, donc ils mettent le paquet sur le primaire. Comme ils ont donné la maternelle à Boissy-Réunion. Donner. C'est une façon de dire les choses, alors oui. Donner. Oui, Elisabeth Lalisse, je voulais savoir si, bon, c'est peut-être une question un peu idiote, mais votre recherche et les neurosciences pourraient-elles représenter une piste pour comprendre l'autisme? Et est-ce que l'autiste ne serait peut-être pas une personne qui résisterait très très bien aux automatismes et qui serait dans un autre univers? Alors, est-ce que les neurosciences permettront ou contribuent à la compréhension de l'autisme? Oui, il y a énormément de travaux sur l'autisme que je connais très mal et que je maîtrise assez mal. Il y a aussi beaucoup de travaux à l'interface de génétique, environnement et neurosciences. Il y a notamment tous les travaux de Thomas Bourgeron à l'Institut Pasteur qui montrent notamment que l'autisme est très polyprotéiforme. C'est-à-dire que quand vous regardez la variabilité génétique qui produit la pathologie, l'autisme, vous avez une variabilité qui est aussi forte que la variabilité normale. Donc c'est très difficile aussi de comprendre ce qu'est l'autisme parce qu'elle est faite d'une variabilité extrêmement forte. Mais évidemment qu'elles contribueront elles seront exactement comme pour l'éducation, pas la solution et pas, je dirais, la solution miracle à tous les problèmes. Mais ça permet de mieux comprendre. D'autres questions? Oui, Gérard, oui. Je me rappelle dans les années 60, pour moyen, je jouais beaucoup, enfin, on faisait beaucoup jouer à Nibli Dino, à Jacques Adi, à Pigeon de Voile, etc. Ouais. Je crois que c'était pour qu'on s'amuse. Je viens d'apprendre aujourd'hui que c'était en fait pour faire des stratégies de blocage. Est-ce que c'est le cas? Parce que déjà, dans les années 60, on savait que ça jouait, et on nous faisait jouer à ce jeu-là pour justement affirmer notre stratégie de blocage. Je vais vous répondre, enfin, je n'ai pas la réponse, mais en tout cas ça n'avait pas été formalisé. Maintenant que les professeurs avaient des intuitions fabuleuses, c'est évident, je veux dire, parce que, encore une fois, c'est les meilleurs observateurs de ce qui se passe dans une classe, c'est des fabuleux observateurs. C'est pour ça que moi je cherche à travailler avec eux, à faire de la recherche avec eux, parce que c'est ma meilleure source d'information
c'est des fabuleux observateurs, mais il faut effectivement, je ne pense pas qu'il faille guider la pédagogie sur la base des neurosciences, par contre qu'ils soient informés sur ce qui est en train de se faire, sur la recherche qui est en train de se faire dans ce domaine-là. C'est important parce que ça leur donne une grille de lecture supplémentaire. Ça ne doit pas être la seule grille de lecture, elle ne doit pas se substituer aux autres grilles de lecture, mais elle doit pouvoir être là pour les aider finalement à être ces observateurs je dirais extrêmement fins de l'apprentissage dans le cerveau humain. Alors, votre question. Alors, bonsoir, Anissa Madame. Alors, justement, on parlait de primaire. Plus fort. Oui, on parlait des apprentissages en primaire, collège, lycée. Et ça me faisait penser aux écoles, nouvelles écoles type dynamique où les enfants font des apprentissages. Ils sont tous mélangés, tous les âges sont mélangés, ils font des apprentissages ensemble à leur rythme. Et il y en a qui vont apprendre à lire à 12 ans, alors d'autres, il a appris à faire du violon avant d'apprendre à lire, etc. Est-ce que ça, finalement, ne serait pas plus adapté aux développements cognitifs que vous parlez? Alors, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Je pense qu'il faut aussi dire quand on ne sait pas, parce que je n'ai pas forcément de données très claires et de visibilité très claire sur ça produit. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens d'ailleurs qui ont de visibilité très claire sur quelles sont la plus-value de ce type de système éducatif. Évidemment que donner une plus grande liberté aux apprentissages de l'enfant, c'est, je dirais, d'ailleurs le vœu d'un certain nombre de nouvelles pédagogies, les pédagogies Freinet, les pédagogies Montessori. On ne va pas inventer grand-chose, finalement, vous regardez Montessori, Freinet, il y a plein de choses que disent finalement la psychologie aujourd'hui, que disent les neurosciences, dont Freinet et Montessori avaient des intuitions fabuleuses sur ces questions-là. Après, je crois il y a aussi un principe de réalité, c'est-à-dire que est-ce qu'on peut utiliser ce type de pédagogie partout sur le territoire, c'est pas forcément évident, et qu'on est quand même encore dans un système qui est le système éducatif français, moi pour l'instant je travaille dans le cadre, c'est-à-dire que j'essaye de me dire, avec les contraintes qui sont celles du système éducatif français, comment je peux contribuer et comment je peux essayer d'apporter une contribution. Voilà. Mais je suis d'accord, peut-être que la solution c'est ça. Il y a par exemple dans le système nordique, et notamment au Danemark, il y a de moins en moins de temps classe, ils vont dans la nature, ils apprennent effectivement à différents rythmes, mais ça ne donne pas forcément des moins bons résultats. Si on est focalisé sur PISA, ça ne donne pas forcément des moins bons résultats à PISA. Même si je pense que le problème n'est pas le rang de classement dans PISA, c'est pas ça notre problème. Notre problème c'est qu'on est le pays industrialisé dans lequel la corrélation est une des plus fortes entre le niveau socio-économique et les résultats à PISA. Et ça, c'est notre vrai problème. Et c'est un problème, alors là, pour le coup, c'est un problème pour nous et pour la communauté éducative, parce que ça veut dire qu'un système éducatif crée des inégalités. Ou en tout cas, qu'elle ne diminue pas. Et ça, ne les change pas, oui. Qu'elle ne les change pas. Et donc, ça veut dire que notre système éducatif ne fonctionne pas. Donc, je veux dire, il y a un moment, il faut être assez... faut regarder la réalité en face. Et encore une fois, je ne pense pas que c'est les neurosciences qui, d'un coup, vont tout changer. Mais peut-être de s'asseoir tous autour de la table, d'essayer de faire de la recherche ensemble, d'essayer de faire avancer la formation initiale, la formation continue en donnant plus d'informations, en essayant d'expliciter, en essayant de donner de façon objective des outils pour que l'enfant apprenne. Je pense que c'est vecteur d'une diminution des inégalités. Voilà, c'est un peu sur ça qu'on essaie de travailler au laboratoire. D'autres questions encore Non, je reviens juste un peu sur votre première question. Ouais. Car on vous a mis dans la situation inconfortable de faire un exposé de 2 heures en 40 minutes. C'est aussi parce que je parle beaucoup et que les exposés sont toujours trop longs. Non, c'était... Bon, je n'ai pas d'opinion personnelle sur la complexité du lien entre l'imagerie cérébrale et d'autres, mais je voulais savoir de votre côté, puisque ça n'est pas bien apparu dans votre exposé, est-ce que vous trouvez vraiment dans l'imagerie cérébrale des choses qui vous font avancer dans les autres expériences qui sont des expériences de terrain? Est-ce que vous parvenez à faire une corrélation solide? Alors, j'ai pas pu vous montrer, mais on a toute une expérience au laboratoire dans laquelle on a essayé de voir... en gros, il y a 2 stratégies. Si vous voulez essayer d'aider un enfant à corriger ses erreurs systématiques quand elles proviennent d'une difficulté à bloquer un automatisme, soit vous intervenez au cas par cas, c'est ce qu'on essaye de faire avec cette petite pédagogie que je vous ai montrée qui entraîne des reconfigurations neuronales avant et après apprentissage. Et on a testé une autre approche qui était de se dire, est-ce que, un peu comme les jeux Jacadi, non, on peut entraîner de façon complètement en dehors de tout contexte ces capacités de blocage des automatismes. Et pour ça, on a fait cette expérience-là, et avant et après apprentissage, on a fait toute une batterie de tests en neuroimagerie.
Et ce qu'on a observé, c'est que alors qu'on n'observe pas nécessairement de changements comportementaux au bout de 5 semaines, on a déjà des modifications profondes dans la façon dont le cerveau est organisé. Et même si c'est dit de façon un peu triviale, parfois la neuroimagerie c'est beaucoup plus sensible que le comportement. Et la neuroimagerie, ça peut être une espèce d'accélérateur d'une preuve que vous êtes en train de produire du changement, qui ne s'exprime pas forcément directement, mais qui pourrait s'exprimer dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc c'est un espèce d'accélérateur, pardon, même si c'est long à mettre en place. Une fois que vous l'avez mis en place et que vous l'avez routinisé, ça peut être, comme c'est plus sensible, ça peut vous montrer que vous êtes déjà en train de modifier des choses, alors même que ça ne s'exprime pas encore comportementalement. Et ça, c'est, je dirais, c'est intéressant parce que ça permet de réduire ce dont je parlais. Alors, je suis désolé, j'aurais dû dire que j'avais emprunté ce problème de conflit de temporalité au recteur de Paris qui m'a soufflé ça la dernière fois en voyant mon exposé et qui m'a dit, mais finalement, on a un conflit de temporalité entre votre recherche qui va lentement et nos questions auxquelles on doit répondre tout de suite. Et je pense qu'il a tout à fait raison là-dessus. Et la neuroimagerie, parfois, c'est un accélérateur des réponses qu'on peut donner. Même si, je dis toujours qu'il faut prendre tout ça avec beaucoup de pincettes, parce que la problématique de la mise à l'échelle, elle reste toujours là, parce que une classe, c'est un système extrêmement complexe à comprendre, fait de hiérarchie sociale, fait d'interactions. Donc, ce que vous pouvez voir dans une expérience, dans une IRM, le transférer dans une classe, c'est pas forcément évident. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, ça veut dire juste qu'il faut l'évaluer. Il faut dire, ok, ça marchait dans ce contexte-là, est-ce que ça marche dans ce contexte-là? Et pour faire ça, il faut qu'on accompagne les équipes dans leur évaluation. Et ça peut être une évaluation qui est une évaluation quantitative, mais elle peut être aussi qualitative. Je ne crois pas qu'il n'y a qu'un seul mode d'évaluation possible d'une pédagogie. Oui. Petite question par rapport à... Plus fort, s'il vous plaît. Pardon, Flavien. Si vous pouvez, si vous pouvez. Voilà, je vais essayer. Donc, je suis Agnès Coudet, moi je suis enseignante en lycée professionnel, donc j'aurais voulu savoir si vous avez eu, dans les expériences avec des enseignants, est-ce que vous êtes allé en lycée professionnel, est-ce que vous avez travaillé avec ce type de classe? Alors, bonne question. Donc, pour l'instant, on ne l'a pas fait, je vais être très honnête. On a pas mal de demandes, parce que effectivement, c'est des publics qui pourraient bénéficier de ce type d'approche. Mais pour l'instant, on ne l'a pas fait juste pour des contraintes temporelles, et puis aussi parce que par moment, on n'a pas forcément d'expérience sur ces âges-là, sur cette période de la vie, et que pour l'instant, on n'avait rien à proposer. Mais voilà, on n'est pas... Il faut comprendre qu'on est dans une situation un peu complexe, parce qu'on reste un laboratoire de recherche fondamentale du CNRS, et en même temps, on essaie de faire plein de recherches appliquées. Mais il y a un moment où on est dans une contrainte, et il faut qu'on arrive à sélectionner les projets qu'on pousse. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a beaucoup de nos recherches qui se passent dans des réseaux d'éducation prioritaire ou dans des réseaux d'éducation prioritaire renforcés. Donc il n'y a pas de, on a plutôt une surreprésentation de ce public-là dans nos recherches plutôt qu'une surreprésentation de publics favorisés. Et on vient de recevoir un financement de l'Agence nationale de la recherche pour travailler spécifiquement sur les enfants qui se développent dans des milieux défavorisés, pour essayer de comprendre notamment la relation entre milieux défavorisés, stress, parce qu'il y a alors je suis désolé, je ne veux pas faire de généralité, mais dans les milieux défavorisés, vous avez en moyenne plus de stress chronique que dans les milieux plus favorisés, et ce stress chronique, il augmente le taux de cortisol dans le corps humain, et ce taux de cortisol, il y a des récepteurs cortisol dans le cerveau, et ça affecte la maturation cérébrale. Et donc ça peut expliquer des déficits d'apprentissage de ces élèves qui se développent dans des milieux défavorisés. Et ce qu'on essaie de voir, c'est est-ce qu'on peut proposer des interventions pour compenser les déficits d'apprentissage et d'essayer de comprendre quels sont les mécanismes cérébraux qui sous-tendraient les effets positifs de ce type d'intervention. Donc voilà un peu le genre de recherche qu'on essaie de faire, qui sont, je dirais, des recherches qui sont très fondamentales, mais en même temps qui auraient à ce moment-là une application qui serait importante du point de vue de compensation des inégalités. Exactement. Je pense que, vous savez que un des plus grands scandales quand même, c'est qu'on oriente massivement les élèves qui viennent de milieux très défavorisés, de la très grande pauvreté. Ils sont orientés de façon massive dans les classes spécialisées alors qu'ils n'ont pas de troubles d'apprentissage. Ça, c'est un scandale. Toutes les deux sont dans un lycée professionnel. Oui. Peur du problème. Non, mais j'imagine bien. Ouais. Voilà comment on finit. Oui, je comprends. Justement, pourquoi on accentue dans la manière d'enseigner, parce qu'en fait au lycée professionnel, il faudrait vraiment enseigner complètement différemment, parce qu'on est en bout de chaîne.
dire qu'on a des élèves qui sont en échec scolaire depuis une dizaine, voire une quinzaine d'années, des choses qui se sont déjà installées en maternelle. Et en quoi justement vous avez pu voir ce qui accentue ce phénomène d'échec dans la manière dont on enseigne en France en fait finalement dans ce système. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, je ne sais pas si c'est le facteur, encore une fois, j'ai pas fait d'études spécifiquement là-dessus. Je pense réellement, et je suis désolé, j'en reviens comme une espèce d'antienne là-dessus, mais on a un problème en France, c'est qu'il y a beaucoup trop d'implicite dans la façon dont on enseigne. C'est-à-dire que comme on n'enseigne pas de façon explicite un certain nombre d'outils pour apprendre, on renforce nécessairement un certain nombre d'inégalités. Et l'explicitation, l'explication de tous les phénomènes qui s'opèrent dans l'apprentissage, dans le cerveau humain, c'est vraiment, je crois vraiment que ça peut avoir un effet levier. C'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir quand même qu'on essaye de comprendre qu'à côté des apprentissages fondamentaux, il va falloir qu'on ait des apprentissages méthodologiques sur l'apprendre à apprendre et qu'on le fasse à tous les niveaux du cursus. Parce qu'on en a besoin pendant tout le temps. Je veux dire, quand je commence mon cours avec apprendre à apprendre avec mes étudiants, ils n'en ont jamais entendu parler, ils le découvrent. Donc il y a un vrai besoin. Ils me le disent même, alors parfois c'est par gentillesse, mais certains d'entre eux me renvoient un mail 2-3 ans après en me disant « Ah ben merci, ça nous a servi quand même, on se rend bien compte que ça pouvait servir dans nos apprentissages. » Ça crée un phénomène de violence aussi. Ah oui, je suis entièrement d'accord. C'est une violence institutionnelle aussi. Complètement. Oui, Oui. bonsoir. Moi, je ne suis pas du tout dans l'éducation nationale. Si vous pouvez dire, oui, Charlotte Dubin. et parler un tout petit peu plus fort. Excusez-moi, je suis un petit peu... Oui, je vois. C'est une mauvaise époque. Voilà, merci. Donc aujourd'hui, la question m'intéressait et je remercie de m'avoir invité ce soir parce que nous sommes énormément sollicités pour interférer par le biais des neurosciences dans la formation des dirigeants, des cadres dirigeants, des managers, avec, je ne sais pas si c'est un fantasme, si j'ai bien compris vos propos, ça me dit quand même pour partie, que l'on pourrait interférer dans les processus de décision. Alors ce n'est pas un fantasme non plus, et améliorer l'efficacité des équipes dirigeantes par le biais du neurosciences. Or, si je vous ai bien écouté ce soir, il semble que ce ne soit pas si évident que cela de faire un lien aussi direct temporellement en termes d'impact des neurosciences sur la capacité de développer des formations. J'aurais pensé différemment, mais à ce moment-là, ça va nous poser un problème que de penser différemment la formation des enfants. Je pense qu'effectivement, alors je pense que c'est encore plus, on a encore moins de contrôle je vois des choses sur les neurosciences appliquées au marketing, les neurosciences appliquées à la formation, les neurosciences. Quand je regarde qui fait ces formations, déjà j'ai un petit surprise parce que c'est pas des gens qui ont une reconnaissance X ou Y dans ce domaine-là. Ça c'est la première chose. Alors ça ne me dérange pas plus que ça, je pense que c'est bien que les gens s'emparent d'une nouvelle chose. Après quand je regarde plus spécifiquement ce qui est fait, c'est vrai que ça me choque d'autant plus parce que j'ai l'impression qu'on est allé chercher 3 grammes de neuroplasticité en disant le cerveau est plastique donc il faut faire ci et ça. Non, il n'y a pas de lien causal entre le fait que le cerveau puisse se reconfigurer suite à un apprentissage et le type d'apprentissage que vous pouvez donner. Ça peut vous donner des pistes, je dirais, pour dire que les gens sont capables de changer à tous les âges de la vie, ça c'est vrai. Maintenant, dire que ça va transformer d'une certaine manière l'entreprise, j'en suis pas complètement persuadé. Par contre, ce qu'on explique sur les biais de raisonnement, sur la difficulté à prendre des décisions, le fait que quand on accroît dans une entreprise la pression temporelle permanente sur les équipes, que les process sont de plus en plus guidés mais néanmoins doivent être opérés de plus en plus rapidement, par définition on va créer des biais massifs et on peut aboutir à des prises de décision complètement irrationnelles. Donc ça on peut le dire, mais c'est pas forcément, est-ce que c'est les neurosciences qui disent ça? La psychologie des apprentissages le dit depuis 50 ans. Mais il y a plein de choses qu'on peut déjà utiliser. Moi je crois beaucoup plus au transfert entre tout ce qui a été fait depuis 50 ans en psychologie des apprentissages que ce qui est en train de se faire juste là, maintenant, en neurosciences. C'est parce que, comme d'habitude en sciences, on a besoin d'un recul, on a besoin de voir qu'est-ce qui a été vérifié, qu'est-ce qui n'a pas été vérifié, qu'est-ce qui a été... Mais donc que ça ne me choque pas d'une certaine manière qu'on puisse sensibiliser dans la formation professionnelle et notamment en entreprise le fait que, attention, les prises de décision, elles doivent aussi respecter des contraintes du cerveau et que notre cerveau est irrationnel dans un certain nombre de prises de décision qu'il prend. De là à dire qu'on va révolutionner la formation sur la base des neurosciences dans l'entreprise, au même titre que je ne crois pas dans le domaine de l'éducation. Mais encore une fois, c'est un outil
qui peut être valable et pertinent dans certains contextes et dans certains domaines. Encore une question. Donc, si je voulais faire un lien, je suis grand-mère. J'ai mes 2 filles qui sont adhérentes à ce qu'on appelle l'éducation positive actuellement, qui est justement peut-être de comprendre l'enfant, même tout jeune, à ne pas lui donner des ordres négatifs, parce qu'il semblerait que l'étude du cerveau explique qu'il ne comprend pas le négatif. Est-ce que la neuroscience rentre dans cette logique avec les explications scientifiques sur le cerveau? Alors, il y a des études qui ne sont pas forcément des études en neurosciences, il y a des études en psychologie qui montrent qu'effectivement, si vous donnez un retour négatif à l'enfant, ça n'a pas d'effet positif sur ses apprentissages. Si je donne, ce qui montre effectivement la problématique du système de notation utilisé dans l'éducation nationale, c'est qu'en fait, les retours punitifs devant un enfant n'ont aucun effet positif sur ses apprentissages. Chez l'adulte, c'est moins vrai. On marche aussi au feedback, ce qu'on appelle les feedbacks négatifs. De là à dire que ça valide l'orientation de l'éducation positive, c'est plus vaste que ça. Et tout n'est pas forcément validé par les neurosciences. Par exemple, il y a beaucoup de travaux qui, en relation avec ce que je vous ai montré aujourd'hui, de capacité à se contrôler, capacité à résister à un certain nombre d'impulsivités, qui montrent qu'il y a une notion de persévérance qui est extrêmement importante pour la réussite scolaire et pour la réussite dans la vie. Et la persévérance, parfois, c'est pas que positif. Il faut rester accroché, il faut parfois suer un peu pour y arriver. Et que, en tout cas, quand c'est de l'éducation positive qui verse vers l'enfant qui fait ce qu'il veut, les neurosciences, enfin, pas les neurosciences, mais en tout cas, les données ne vont pas forcément dans ce sens. C'est plus donner confiance à l'enfant. Ouais, bien sûr. Je suis d'accord avec vous. Alors, si on donner confiance et estime de soi, c'est un vaste débat. Elle a été très largement ouverte, notamment dans le système éducatif américain, dans lequel on a pensé qu'en augmentant l'estime de soi des élèves, on allait potentialiser leur réussite scolaire, jusqu'à ce que justement les psychologues arrivent et montrent que malheureusement ce qu'on avait pris comme une causalité était une causalité inverse, c'est-à-dire qu'il fallait avoir de bons résultats scolaires pour augmenter l'estime de soi des élèves, et que ça ne marchait pas dans l'autre sens. Et donc voilà, je dis juste que quand on regarde plus en détail ces choses-là, parfois on déconstruit un peu des choses, mais ça veut pas dire qu'il faut tout déconstruire, parce que donner confiance à l'enfant c'est très important, le mettre dans un environnement socio-émotionnel et cognitif enrichi, c'est très important, et on sait que c'est un vecteur de diminution des inégalités. Voilà, maintenant je ne peux pas moins me positionner sur l'éducation positive. Elle n'a pas été, je dirais, validée de façon globale. Il y a des choses sur lesquelles on peut dire que c'est positif. Et une question, si je peux poser une question à mon tour. Est-ce que le type d'études que vous faites permet de faire des analyses sur des effets collectifs? C'est-à-dire, par exemple, vous parliez d'altruisme, de coopération. On pourrait estimer qu'un certain nombre d'apprentissages se font mieux quand il y a justement de l'altruisme, de la coopération, et que, en fait, peut-être que certains iront moins vite, mais d'autres iront plus vite. Ceux qui auraient été plus vite tout seuls iront peut-être moins vite tout seuls, mais ils feront avancer plus d'autres, enfin, ou le contraire, peu importe. Est-ce que ce genre d'analyse, je dirais, de groupe est possible par vos travaux? Alors, c'est tout à fait possible, et il y a tout un champ de la psychologie, notamment de la psychologie sociale, qui s'intéresse à ces mécanismes groupaux plus larges et de coopération, d'entraide. Il y a des vieux travaux en psychologie de développement de Loise et Muni qui montrent que, par exemple, quand deux enfants se trompent de façon différente, vous les mettez ensemble, ils interagissent, et généralement ils convergent vers la bonne solution. C'est-à-dire que le fait d'être confronté à l'erreur de l'autre permet progressivement un apprentissage parce qu'ils confrontent leur point de vue. Donc c'est des mécanismes extrêmement puissants. On peut le voir sur une diade, mais on peut le voir à l'échelle de groupes plus importants, notamment on peut le regarder sur des mécanismes d'argumentation. On peut regarder comment l'argumentation se transmet au sein d'un groupe. Donc on peut l'utiliser tout à fait, on peut le faire à l'échelle du groupe. La difficulté pour nous, c'est qu'on est obligé, et je sais que c'est
parfois c'est un peu frustrant pour les professeurs, c'est qu'on est obligé d'y aller par étapes. C'est-à-dire qu'on est obligé d'isoler un processus dans un premier temps, se dire ok, ça c'est le processus d'intérêt, et ensuite d'introduire le contexte social. Mais on est obligé d'avoir ces deux étapes-là. C'est-à-dire qu'on est obligé d'abord de regarder et d'essayer d'identifier les grandes lois de l'apprentissage dans le cerveau humain, et puis de se dire comment ces lois sont modulées par le contexte social. Donc c'est par exemple ce qu'on fait au laboratoire, on montre que des contextes d'évaluation et d'observation ne produisent pas les mêmes effets sur ces capacités de contrôle de soi en fonction de si vous êtes à l'adolescence ou chez l'adulte. Donc il y a aussi toujours cette composante développementale, c'est-à-dire qu'un même contexte ne produit pas le même effet en fonction de l'âge auquel vous soumettez votre participant à ce contexte-là. Donc on peut le faire, mais c'est juste que ça prend un peu de temps. Encore une fois, c'est ce conflit de temporalité dont on parlait. Bien. Est-ce que vous n'avez pas d'autres questions qui vous restent? Non. Écoutez, je pense qu'on peut remercier Grégoire Botte de son intervention. J'espère que vous sera à tous utile. Pour les petits enfants, oui. Merci.